La veille de Noël, un homme riche et solitaire échange le luxe de son manoir contre le froid des rues. Sans le savoir, il rencontre un enfant oublié par le monde, mais rempli de lumière. Elle l'accueille avec son cœur et il lui répond avec ce qu'il a de plus précieux, son attention. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant, astérisque. La veille de Noël, alors que les rues de Lyon scintillaient sous les lumières festives, Antoine Beaumont, un homme de 50 ans au visage sévère, contemplait la ville depuis les fenêtres de son château perché sur la colline de Fourvière. Propriétaire d'une des plus grandes maisons d'édition de France, il possédait une fortune considérable, mais vivait dans une solitude glaciale qui s'intensifiait à chaque période de fête. Cette année, comme les précédentes, le vaste salon de son château abritait un sapin somptueux décoré par son personnel. Pourtant, malgré le feu qui crépitait dans l'immense cheminée en marbre, une froideur persistante imprégnait les lieux. Antoine n'avait pas toujours été cet homme, taciturne. Il y a 7 ans, un terrible accident avait emporté sa femme Caroline et leur petite-fille Sophie. Depuis, il s'était enfermé dans son travail et sa demeure, fuyant tous ceux qui pouvaient lui rappeler son bonheur perdu. « Monsieur, votre repas est servi », annonça Gérard, son majordome depuis 20 ans. « Je n'ai pas faim », répondit Antoine, sans détacher son regard de la fenêtre. « Mais monsieur le chef a préparé votre plat préféré, et c'est la veille de Noël. » Astérisque Antoine se tourna, le visage crispé. « Justement, Gérard, c'est la veille de Noël. Vous pouvez disposer ainsi que tout le personnel. Prenez congé jusqu'à après-demain. » Astérisque. Le majordome, habitué aux sautes d'humeur de son employeur, s'inclina légèrement avant de se retirer. Une fois seul, Antoine s'approcha d'un secrétaire en bois précieux et en sortit une enveloppe jaunie qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, une lettre inachevée de Caroline, rédigée quelques jours avant l'accident. Elle y parlait de leur projet, de leur fille, de l'avenir qu'ils ne connaîtraient jamais d'Astérisque. Une émotion violente l'envahit. Il ne pouvait plus supporter CES mur qui l'étouffait, CES souvenir qui le hantait. Dans un élan impulsif, il se dirigea vers son dressing et en sortit 16 vêtements les plus simples, ceux qu'il utilisait parfois pour jardiner lorsque Caroline était encore là. Un pantalon usé, une chemise défraîchie, un vieux manteau gris d'Astérisque. Il quitta le château par une porte dérobée, évitant les caméras de sécurité. Pour la première fois depuis des années, il descendit à pied la colline de Fourvière vers les quartiers populaires de Lyon. Il n'avait aucun plan, aucune destination. Il voulait simplement disparaître, se fondre dans la masse, échapper à lui-même, ne serait-ce que pour quelques heures d'Astérisque. La ville bourdonnait d'activité. Des familles se pressèrent vers les églises, des enfants s'émerveillaient devant les vitrines illuminées, des couples marchaient main dans la main. Toute cette joie lui était étrangère, presque insupportable. Il s'enfonça dans les ruelles moins fréquentées du vieux Lyon, loin des grandes artères festives. Après une heure de marche, Antoine se retrouva dans un quartier qu'il ne connaissait pas aux confins de la Croix-Rousse. Les immeubles y étaient plus modestes, les façades moins entretenues. La neige commençait à tomber légère et silencieuse, recouvrant la ville d'un manteau blanc. Épuisé et transi de froid, il s'assit sur un banc près d'une petite place déserte. Un réverbère projetait une lumière jaunâtre, créant un halo dans la nuit tombante. Antoine frotta ses mains pour les réchauffer, regrettant de ne pas avoir pris de gants d'Astérisque. Il observa la neige qui s'accumulait lentement sur ses chaussures. Que faisait-il là seul le soir de Noël? Était-ce là tout qui restaient de sa vie? Une existence vide, une maison froide, des souvenirs douloureux? Pour la première fois depuis longtemps, il se demanda s'il n'aurait pas mieux valu partir avec elle ce jour-là. Perdu dans ses pensées sombres, il ne remarqua pas immédiatement la petite silhouette qui s'approchait. Ce n'est que lorsqu'une voix claire s'éleva qu'il releva la tête. « Monsieur, vous allez attraper froid si vous restez là. » Astérisque. Devant lui se tenait une petite fille d'environ 8 ans. Elle portait un manteau rouge trop grand pour elle, rapiécé, par endroits, et un bonnet de laine d'où s'échappaient quelques mèches blondes. Son visage était pâle, ses joues rougies par le froid, mais ses yeux bleus brillaient d'une intensité surprenante. « Je vais bien », répondit Antoine, surpris par cette apparition inattendue.
Tu ne devrais pas être avec ta famille, c'est ce soir. Astérisque. La petite fille haussa les épaules avec une expression qui semblait bien trop adulte pour son âge. Je m'appelle Manon, dit-elle simplement. J'habite juste là. Elle pointa du doigt une petite maison en bois, miraculeusement préservée entre deux immeubles, vestige d'un Lyon plus ancien. Vous semblez avoir froid. J'ai fait de la soupe. Si vous voulez, vous pouvez venir vous réchauffer. Astérisque Antoine la dévisagea, abasourdi. Cet enfant, qui ne le connaissait pas, qui n'avait visiblement pas grand-chose, lui offrait son hospitalité. Il hésita. Son instinct lui disait de refuser, de rentrer chez lui, de retrouver le confort de sa solitude. Mais quelque chose dans le regard de la petite fille l'en empêcha. « Tu es toute seule ?» demanda Dot Astérisque. Manon m'acquiesça. « Oui, mais ça ne fait rien, j'ai l'habitude. Alors vous venez ? La soupe va refroidir. » Astérisque. Sans attendre sa réponse, elle tourna les talons et se dirigea vers la petite maison. Antoine resta immobile quelques secondes, puis, mu par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il se leva et la suivit Astérisque. La maison de Manon était minuscule. Une seule pièce servait à la fois de cuisine, de salon et de chambre. Un poêle à bois ronronnait dans un coin, diffusant une chaleur bienvenue. Quelques meubles usés mais propres, des rideaux rapiécés, et dans un autre coin, un lit étroit, recouvert d'une couverture colorée. Sur une petite table, 2 bols étaient déjà disposés. « Asseyez-vous, » dit Manon en désignant une chaise. « Je vais servir la soupe. » Astérisque Antoine s'exécuta, observant cet étrange enfant qui se comportait comme une adulte. Elle se hissa sur un tabouret pour atteindre une marmite posée sur le poêle et en versa le contenu dans les bols avec précaution. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-elle en posant un bol devant lui. « Juste des légumes et un peu de pain. Mais c'est chaud. » L'odeur qui s'en dégageait était simple mais appétissante. Antoine réalisa soudain qu'il n'avait rien mangé depuis le matin. « Merci, » dit-il, surpris par la sincérité de sa gratitude Astérisque. Manon s'assit en face de lui et commença à manger en silence. Antoine fit de même, savourant la chaleur qui se répandait en lui. Ce n'était qu'une simple soupe de légumes, mais il lui semblait n'avoir jamais rien goûté d'aussi réconfortant. « C'est délicieux, » dit-il après quelques cuillerées. « Tu as fait ça toute seule ?»« Oui, » répondit Manon avec une pointe de fierté. « J'ai appris à cuisiner il y a longtemps. C'est important de savoir se débrouiller. » Astérisque Antoine l'observa plus attentivement. Ce vêtement était usé mais propre, ses cheveux soigneusement coiffés. Malgré son jeune âge, elle dégageait une impression d'autonomie et de maturité troublante. « Tu vis ici toute seule ?» demanda-t-il, incapable de cacher son inquiétude. Manon hésita un instant, comme si elle évaluait s'il était digne de confiance. « Oui, » admit-elle finalement, « depuis que je me suis enfuie de l'orphelinat. » L'aveu frappa Antoine comme un coup physique. Cet enfant seul dans cette maison délabrée le soir de Noël. Mais comment tu survis? Et l'école? Et les services sociaux? Je me débrouille, répondit-elle simplement. Je fais des petits travaux pour les commerçants du quartier. Je range les étalages. Je livre des courses aux personnes âgées. En échange, ils me donnent de la nourriture, parfois un peu d'argent, et ils ne posent pas de questions. Et l'école, insista Antoine. J'y vais quand je peux. J'ai dit que j'étais nouvelle dans le quartier, que mes papiers n'étaient pas encore en règle. La directrice a été gentille. Elle m'a laissé assister aux cours en attendant. Mais je ne peux pas y aller tous les jours, il faut que je travaille. Astérisque Antoine sentit une émotion étrange monter en lui, de l'indignation, de la colère contre un système qui avait laissé tomber cet enfant, mais aussi de l'admiration pour sa force et son courage. « Et tes parents ?» demanda-t-il doucement Astérisque. Le visage de Manon s'assombrit. « Je ne les ai jamais connus. On m'a trouvé devant l'orphelinat quand j'étais bébé. Tous ces eux que j'avais, c'était un médaillon avec mon prénom gravé dessus. » Astérisque. Elle porta la main à son cou et en sortit un petit pendentif en argent qu'elle gardait caché sous vêtements. Antoine se figea. Le médaillon, un petit cœur au bord finement ciselé, lui était étrangement familier. « Je peux ?» demanda-t-il, la gorge soudain sèche. Manon hésita puis ôta la chaîne et la lui tendit. Antoine examina le bijou avec des doigts tremblants. À l'intérieur, un minuscule portrait de femme était gravé, presque effacé par le temps, mais encore reconnaissable. « Tu sais qui c'est ?» demanda Manon avec espoir Astérisque.
Antoine ne répondit pas immédiatement. Il fixait le portrait, incapable de détacher son regard. Puis, d'une voix à peine audible, il murmura « Oui, je crois que je sais qui c'est. » À cet instant précis, alors que la neige continuait de tomber doucement à l'extérieur, dans cette humble maison perdue dans les ruelles de Lyon, quelque chose commença à changer dans la vie d'Antoine Beaumont. Une porte qu'il croyait fermée à jamais venait de s'entr'ouvrir, laissant filtrer une lumière qu'il pensait éteinte, pour toujours astérisque. Le silence s'était installé dans la petite maison. Dehors, la neige tombait plus drue, isolant davantage ces refuges improbables du reste du monde. Antoine tenait toujours le médaillon entre ses doigts, le regard perdu dans le minuscule portrait. Manon l'observait, partagée entre espoir et méfiance. « Vous la connaissez vraiment ?» demanda-t-elle finalement, sa voix d'enfant. Traversé par une émotion contenue astérisque, Antoine releva lentement les yeux. Il avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ce visage gravé dans le médaillon, bien que fané par les années, ressemblait étrangement à Émilie Dufresne, la sœur cadette de Caroline. Émilie qui avait disparu de leur vie peu après son mariage avec un musicien bohème, provoquant une rupture familiale jamais cicatrisée. « C'est compliqué », répondit-il en rendant le bijou à Manon. « Ce portrait me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. »« Qui ?» pressa Manon, ses yeux bleus brillant d'une intensité nouvelle astérisque Antoine. Hésita. Était-ce vraiment possible? Les dates correspondaient-elles? Et cette ressemblance entre Manon et Sophie, sa fille disparue, n'était-elle qu'une cruelle coïncidence forgée par son esprit tourmenté? Une femme qui s'appelait Émilie, dit-il finalement. La sœur de ma femme. Astérisque. Le visage de Manon s'illumina. Émilie, c'est le nom qui est gravé au dos du médaillon. Regardez. Astérisque. Elle retourna précipitamment le bijou pour lui montrer une gravure presque effacée. Antoine dut plisser les yeux pour déchiffrer les lettres usées. À Émilie, pour toujours. Son cœur s'accéléra. Ce n'était pas une simple coïncidence. Mais comment expliquer que cet enfant, abandonné dans un orphelinat lyonnais, possède le médaillon d'Émilie? Et surtout, comment était-il possible qu'elle vive seule ici, à quelques kilomètres, seulement de son château sans que personne ne s'en préoccupe? Manon, dit-il doucement, est-ce que tu accepterais de me raconter tout ce que tu sais sur ton histoire? Comment tu es arrivée ici? Comment tu as quitté l'orphelinat? Astérisque. La petite fille sembla peser le pour et le contre, puis hocha la tête. Elle se leva, alla raviver le feu dans le poêle, et revint s'asseoir, serrant sa couverture autour de ses épaules. « J'étais à l'orphelinat Saint-Vincent depuis toujours, commença-t-elle. On m'a dit que quelqu'un m'avait déposé devant la porte quand j'étais bébé, avec juste ce médaillon et un mot qui disait mon prénom et ma date de naissance. » Astérisque Antoine écoutait attentivement, calculant mentalement. Si Manon avait 8 ans aujourd'hui, elle serait née 1 an après la disparition d'Émilie de leur vie. Les sœurs de l'orphelinat étaient gentilles pour la plupart, poursuivit Manon, mais il y avait trop d'enfants et pas assez d'adultes. Quand j'ai eu 6 ans, une famille a voulu m'adopter. Des gens riches de Paris, mais... Astérisque. Elle s'interrompit, le regard soudain assombri. Mais, encouragea doucement Antoine. Ils ne voulaient pas vraiment de moi, murmura-t-elle. Ils voulaient juste une petite fille sage pour les photos, pour montrer à leurs amis. Quand ils ont vu que je posais des questions, que je lisais leurs livres sans permission, ils m'ont ramené. Astérisque Antoine sentit une colère sourde monter en lui. Comment pouvait-on traiter une enfant comme un accessoire? Après ça, je suis devenu difficile, selon les mots de sœur Mathilde. Personne ne voulait plus m'adopter. Et puis un jour, j'ai entendu les sœurs parler de moi. Elles disaient qu'elles allaient m'envoyer dans un autre établissement, plus strict, parce que j'étais trop indépendante, trop curieuse. Astérisque, elle s'arrêta pour boire une gorgée d'eau. Alors je me suis enfui. J'ai pris mes affaires et le peu d'argent que j'avais économisé en faisant des petits travaux à l'orphelinat. Je suis venu à Lyon parce que j'avais entendu dire que c'était la ville inscrite sur mon acte de naissance. « Et cette maison ?» demanda Antoine, impressionné par le courage et la débrouillardise de cet enfant. « Je l'ai trouvée par hasard. Elle était abandonnée, personne n'y vivait depuis longtemps. J'ai nettoyé, réparé ce que je pouvais. Les voisins ont dû me voir, mais personne n'a rien dit. Une dame, Madame Rousseau, m'apporte parfois des légumes de son jardin. Le boulanger,
Du coin me donne le pain invendu, et je me débrouille pour le reste. Astérisque Antoine secoua la tête, partagée entre admiration et consternation. Cet enfant avait traversé plus d'épreuves en 8 ans que la plupart des adultes dans toute une vie. Et tu n'as jamais cherché à retrouver ta famille. Avec CE médaillon, peut-être que... J'ai essayé, coupa Manon. J'ai demandé à la bibliothécaire de m'aider à chercher sur Internet. On a trouvé plusieurs Émilie à Lyon, mais aucune qui me connaissait. Et puis, si ma mère m'a abandonné, c'est peut-être qu'elle ne voulait pas de moi. Astérisque. Cette dernière phrase, prononcée avec une résignation qui n'appartenait pas à l'enfance, serra le cœur d'Antoine. Il connaissait Émilie, sa sensibilité, sa générosité. Jamais elle n'aurait abandonné son enfant sans raison. Quelque chose d'autre avait dû se produire. « Manon, dit-il après un moment de réflexion, je ne crois pas que ta mère t'ait abandonnée par choix. Si c'est bien d'Émilie Dufresne dont nous parlons, elle était incapable d'un tel acte. Vous la connaissiez bien ? Demanda Manon, une lueur d'espoir traversant son regard. Oui, assez bien. Elle était la sœur de ma femme Caroline. Nous étions proches autrefois. Et vous savez où elle est maintenant ? Astérisque Antoine hésita. Comment expliquer à cet enfant qu'Émilie avait disparu de leur vie depuis près de 10 ans ? Qu'après son mariage avec CE musicien Pierre Moreau, ils avaient coupé les ponts avec la famille ? Que les rares nouvelles qui leur étaient apparvenues évoquaient une vie instable, des tournées à travers l'Europe, puis plus rien. Je ne l'ai pas vue. Depuis longtemps, admit-il. Nous nous sommes perdus de vue après son mariage. Mais si tu es d'accord, je pourrais essayer de la retrouver. Astérisque. Les yeux de Manon s'agrandirent, mêlant espoir et incrédulité. Vous feriez ça? Pour moi? Mais pourquoi? Vous ne me connaissez même pas. Astérisque. La question était légitime. Pourquoi? Lui, Antoine Beaumont, homme reclus et amer, s'intéresserait-il soudain au sort d'une enfant des rues? La réponse se forma dans son esprit avec une clarté surprenante, parce que, pour la première fois depuis 7 ans, il ressentait autre chose que du chagrin et de la colère. Cette petite fille courageuse et digne, qui lui offrait sa soupe, et son hospitalité alors qu'elle n'avait rien, venait de réveiller quelque chose qu'il croyait mort en lui. « Parce que personne ne devrait être seul le soir de Noël, » répondit-il simplement. « Et parce que tu m'as offert ta gentillesse sans rien attendre en retour, c'est la moindre des choses que je puisse faire. » Astérisque Manon le dévisagea longuement, comme si elle essayait de lire en lui. Puis, avec une maturité désarmante, elle hocha de la tête. « D'accord, mais je dois vous prévenir, j'ai déjà cherché, et je n'ai rien trouvé. J'ai peut-être plus de ressources que toi, » dit Antoine avec un léger sourire. « Je m'appelle Antoine Beaumont, au fait. Je ne me suis pas présenté correctement. »« Beaumont ?» répéta Manon, fronçant les sourcils. « Comme la maison d'édition ?» Astérisque Antoine ne put cacher sa surprise. « Tu connais les éditions Beaumont ?»« Bien sûr, j'adore lire. À l'orphelinat, la bibliothèque était mon endroit préféré. Et beaucoup de livres venaient de chez vous. Il y avait votre logo sur la couverture. » Astérisque. Un souvenir traversa l'esprit d'Antoine. Caroline avait insisté pour qu'il fasse des dons réguliers de livres aux orphelinats de la région. Une tradition qu'il avait maintenue après sa disparition, comme un hommage silencieux. « Alors c'est vous le patron ?» demanda Manon, visiblement impressionnée. « Mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Et pourquoi vous étiez tout seul sur ces bancs ?» Astérisque. La question, directe comme savent l'être les enfants, le prit au dépourvu. Comment expliquer sa fuite, son dégoût de lui-même, son besoin d'échapper à la prison dorée qu'était devenue sa vie? « C'est une longue histoire, » dit-il finalement. « Disons que parfois même les gens qui semblent avoir tout peuvent se sentir très seuls. » Astérisque Manon hocha la tête, comme si cette explication lui suffisait parfaitement. « Je comprends. Moi aussi je me sens seul parfois, mais pas ce soir. » Astérisque. Elle lui sourit, un sourire franc et lumineux qui transforma son visage. Antoine sentit quelque chose se briser en lui, une digue peut-être, qui retenait des émotions trop longtemps contenues. « Manon, » dit-il soudain, « il se fait tard, et il neige beaucoup. Je ne peux pas te laisser seule ici. Est-ce que tu accepterais de venir passer la nuit chez moi? J'ai une grande maison avec plusieurs chambres vides. » Astérisque. La méfiance revint instantanément dans le regard de l'enfant. « Je ne vous connais pas vraiment, » dit-elle prudemment. « Et on m'a toujours dit de ne pas suivre les inconnus. » « Tu as raison, »
approuva Antoine. C'est très sage. Alors, voilà. C'est ce que je te propose. Nous restons ici cette nuit. Demain, si tu es d'accord, nous irons ensemble à mon bureau des éditions Beaumont. Tu pourras vérifier que je suis bien qui je prétends être, et ensuite, nous commencerons à chercher des informations sur Émilie. L'idée sembla rassurer Manon. D'accord, dit-elle. Vous pouvez dormir sur le canapé. J'ai une couverture supplémentaire. Astérisque. Elle se leva et alla chercher une couverture élimée mais propre qu'elle lui tendit. Merci, dit Antoine, touché par ces gestes. C'est très gentil à toi. De rien, répondit-elle avec cette gravité qui la caractérisait. C'est Noël. Après tout, astérisque. Puis, comme pour alléger l'atmosphère, elle ajouta avec un petit sourire, et puis c'est la première fois que j'ai un invité. C'est un peu comme une fête. Astérisque Antoine sourit à son tour, ému par cette remarque qui révélait toute la solitude de l'enfant. Alors, joyeux Noël, Manon, dit-il doucement. Joyeux Noël, monsieur Beaumont, répondit-elle en étouffant un bâillement. Quelques minutes plus tard, Manon était endormie dans son petit lit, sa respiration régulière emplissant la pièce. Antoine, allongé sur le canapé inconfortable, fixait le plafond. Son esprit tournait à plein régime. Si ce médaillon appartenait bien à Émilie, si Manon était effectivement sa fille, cela signifiait que l'enfant était la cousine de Sophie, sa propre fille disparue. Une nièce par alliance qu'il n'avait jamais connue dot astérisque. Mais pourquoi Émilie n'avait-elle jamais mentionné cet enfant? Pourquoi l'avoir abandonnée? Et surtout, où était-elle maintenant? Tant de questions sans réponse. Des questions auxquelles il était déterminé à répondre, pour Manon, mais aussi pour lui-même. Pour la première fois depuis des années, Antoine Beaumont s'endormit avec un sentiment oublié. Elle côte espoir de astérisque, elle côte aube, se levait sur Lyon, teintant le ciel d'un rose pâle qui se reflétait sur la neige immaculée. Antoine s'éveilla en sursaut, désorienté par ce lieu inconnu. Puis les souvenirs de la veille lui revinrent. La petite maison, Manon, le médaillon. Il se redressa sur le canapé, grimaçant à cause de SES muscles endoloris dot astérisque. Manon était déjà debout, s'affairant silencieusement près du poêle. Elle avait revêtu un pull bleu trop grand pour elle et avait attaché SES cheveux blonds en une queue de cheval maladroite. En le voyant éveillé, elle lui adressa un sourire timide. « Bonjour, monsieur Beaumont, j'ai préparé du café. Ce n'est pas du vrai, juste de la poudre soluble, mais c'est chaud. » Astérisque Antoine fut à nouveau frappé par la maturité de cet enfant, de 8 ans qui se comportait comme une adulte, une enfant qui avait dû grandir trop vite par nécessité plus que par choix. « Bonjour Manon, merci pour le café. Et s'il te plaît, appelle-moi Antoine. » Astérisque. Il accepta la tasse ébréchée qu'elle lui tendait et but une gorgée du liquide tiède. CE n'était effectivement pas du vrai café, mais à cet instant, il lui sembla meilleur que les expressos hors de prix qu'il buvait habituellement. « Tu es réveillé depuis longtemps ?» demanda-t-il en observant la pièce à la lumière du jour. Elle paraissait encore plus petite et vétuste que la veille, mais d'une propreté méticuleuse. « Depuis 6 heures, » répondit Manon. « J'ai l'habitude de me lever tôt pour faire mes livraisons avant d'aller à l'école. »« Tes livraisons ?» ?»« Oui, je porte le pain frais à des personnes âgées du quartier. Monsieur Fournier, le boulanger, me donne 2 € par livraison. Mais aujourd'hui, c'est Noël, alors la boulangerie est fermée. » Astérisque Antoine consulta sa montre. 7h30. À cette heure-ci, au château, Gérard serait déjà en train de préparer son petit déjeuner, un rituel immuable malgré les jours fériés. « Nous devrions aller prendre un vrai petit déjeuner quelque part, » proposa-t-il. « Tu dois avoir faim. » Astérisque Manon hésita, visiblement tentée mais prudente. « Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'argent et puis les gens me regardent bizarrement quand j'entre dans les cafés toute seule. »« Ne t'inquiète pas pour l'argent, » la rassura Antoine. « C'est moi qui invite. Et tu ne seras pas seul, tu seras avec moi. » Après un moment de réflexion, Manon acquiesça. « D'accord, mais il faut que je me change et que je me coiffe mieux. » Astérisque. Elle disparut derrière un paravent, improvisé avec un drap tendu dans un coin de la pièce. Antoine en profita pour se lever et s'approcher de la fenêtre. La rue était calme, recouverte d'un épais manteau de neige. Quelques empreintes de pas témoignaient des premiers passages matinaux. À travers les flocons qui continuaient de tomber doucement, il aperçut la silhouette imposante de la basilique de Fourvière qui dominait la ville d'Haute-Astérisque.
Son château n'était qu'à quelques kilomètres de là. Pourtant, il avait l'impression d'être dans un autre monde. Un monde où une petite fille courageuse luttait chaque jour pour survivre, tandis que lui se morfondait dans sa richesse solitaire, dot astérisque. Manon réapparut, vêtue d'une robe simple mais propre, ses cheveux soigneusement coiffés. Elle avait passé son manteau rouge rapiécé et tenait à la main une petite bourse en tissu. « Je suis prête », annonça-t-elle. Ils sortirent dans l'air vif du matin. La neige crissait sous leurs pas tandis qu'ils remontaient la rue déserte. Antoine proposa sa main à Manon, qui la prit après une brève hésitation. Sa petite main gantée de mitaine disparut dans celle, beaucoup plus grande, d'Antoine. Il y a un café qui doit être ouvert sur la place des terreaux, dit-il. Ce n'est pas très loin à pied. Astérisque. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, chacun absorbé dans et pensées. Puis, Manon demanda soudain, « Vous avez vraiment l'intention de m'aider à retrouver ma mère ?» Astérisque Antoine la regarda. Son visage levé vers lui exprimait un mélange d'espoir et de doute, comme si elle craignait de croire à une promesse qui pourrait n'être jamais tenue. « Oui, Manon. Je vais t'aider, je te le promets. »« Pourquoi ?» insista-t-elle. « Je veux dire, vous êtes riche, vous avez une grande maison d'édition. Pourquoi vous intéressez-vous à moi ?» C'était une question pertinente que lui-même se posait depuis la veille. Pourquoi cet enfant l'avait-elle touché à ces points? Était-ce uniquement à cause du médaillon et du lien possible avec Émilie? Ou y avait-il autre chose, quelque chose de plus profond? « D'abord parce que tu m'as aidé hier soir, » répondit-il honnêtement. « Tu m'as offert ton hospitalité, ta soupe, ta gentillesse, alors que tu n'avais aucune raison de le faire. Et ensuite, parce que je pense que je peux vraiment t'aider à retrouver ta famille. Si ce médaillon appartenait bien à Émilie Dufresne, alors nous avons un lien, toi et moi. » Astérisque Manon sembla réfléchir à cette réponse, puis hocha la tête, apparemment satisfaite astérisque. Ils arrivèrent bientôt sur la place des terreaux, majestueuse sous son manteau blanc. La fontaine Bartholdi était figée par le gel, transformée en sculpture de glace. Comme l'avait prédit Antoine, un café était ouvert, l'un des rares établissements à accueillir des clients en jour de Noël. Ils entrèrent dans la chaleur réconfortante du lieu. Quelques tables étaient occupées par des touristes ou des Lyonnais solitaires. Le serveur les conduisit à une table près de la fenêtre, d'où ils pouvaient contempler la place enneigée. « Commandez CE qui vous fait plaisir, » dit Antoine, à Manon en lui tendant la carte astérisque. Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent devant les choix proposés. Elle parcourut la liste des petits déjeuners avec une attention studieuse, puis releva la tête. « Je peux vraiment prendre CE que je veux, mais absolument, astérisque. » Quand le serveur revint, Manon commanda avec une politesse appliquée un chocolat chaud et des crêpes au sucre. Antoine se contenta d'un café noir et d'un croissant astérisque. Pendant qu'ils attendirent leur commande, Antoine sortit son téléphone portable. Il avait plusieurs appels manqués de Gérard, son majordome, probablement inquiet de son absence. Il lui envoya un message rassurant, expliquant qu'il était en ville et qu'il rentrerait plus tard. « Alors, dit-il en reposant son téléphone, si nous commencions nos recherches, raconte-moi tout ce que tu sais sur ton histoire. Chaque détail peut être important. » Astérisque Manon but une gorgée de son chocolat chaud, laissant une légère moustache crémeuse au-dessus de sa lèvre supérieure qu'elle essuya rapidement. « Je ne sais pas grand-chose, » admit-elle. « J'ai été déposée devant l'orphelinat Saint-Vincent, à Villefranche-sur-Saône quand j'étais bébé. Les sœurs m'ont dit que j'avais environ 6 mois à ce moment-là. On m'a trouvé un matin de mars enveloppé dans une couverture bleue avec ce médaillon autour du cou et une lettre. »« Une lettre ?» s'étonna Antoine. « Tu ne m'en avais pas parlé hier soir. »« Je n'ai pas la lettre, » expliqua Manon. « Elle est restée à l'orphelinat. Mais sœur Marie-Claire me l'a montrée une fois. C'était juste un mot qui disait « Elle s'appelle Manon. Prenez soin d'elle. Je reviendrai quand je pourrai. » C'était signé avec un « E ». Astérisque. Un « E » comme Émilie, pensa. Antoine, cela concordait avec sa théorie. « Et tu ne l'as jamais revue, cette lettre ?»« Non, sœur Marie-Claire m'a dit qu'elle était rangée dans mon dossier. Mais quand je me suis enfui, je n'ai pas pu le prendre. » Astérisque Antoine réfléchit un instant. Si cette lettre existait toujours, elle pourrait contenir des indices précieux sur l'identité de la mère de Manon. « Est-ce que tu te souviens d'autre chose ?»
Des détails sur ta petite enfance, des visiteurs particuliers à l'orphelinat? Manon secoua la tête. Pas vraiment. Je me souviens vaguement d'une femme qui venait parfois me voir. Elle avait les cheveux roux, je crois. Mais c'est peut-être juste un rêve, j'étais très petite. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Émilie avait les cheveux auburn, presque roux sous certaines lumières. Était-il possible qu'elle ait visité sa fille en secret? Cette femme, elle te parlait. Je crois qu'elle me chantait des chansons, répondit Manon en plissant les yeux comme pour mieux voir dans ses souvenirs. Une chanson à propos d'étoiles, je pense, mais c'est très flou. Une chanson sur les étoiles. Antoine fouilla dans sa mémoire. Émilie aimait la musique, elle jouait du piano et chantait souvent, mais il ne se souvenait pas d'une chanson particulière sur les étoiles. Et quand as-tu quitté l'orphelinat exactement? Il y a 6 mois, répondit Manon. Juste après mon retour de chez cette famille qui voulait m'adopter. J'ai entendu les sœurs dire qu'elles allaient m'envoyer dans un autre établissement parce que j'étais difficile à placer maintenant. Alors j'ai décidé de partir. Et tu es venu directement à Lyon? Oui, j'ai pris le train, j'avais économisé un peu d'argent en faisant des travaux pour les sœurs. J'ai choisi Lyon parce que dans mon dossier, il était écrit que j'étais né ici. Antoine nota mentalement cette information. Si Manon était née à Lyon, des registres devaient exister quelque part. Une piste à explorer. Et comment as-tu trouvé cette maison? Par hasard, dit Manon en haussant les épaules. Je cherchais un endroit où dormir. J'ai vu cette maison qui semblait abandonnée. La porte n'était pas fermée à clé, juste coincée. Je l'ai ouverte et je suis entré. Il y avait de la poussière partout, des toiles d'araignée, mais les murs étaient solides. Alors j'ai nettoyé, j'ai trouvé des meubles que les gens avaient jetés et voilà. Antoine était impressionné par la débrouillardise de cet enfant. Combien d'adultes auraient été capables de survivre seuls dans de telles conditions? Et personne ne t'a jamais posé de questions? Les voisins, la police? Les voisins me voient, bien sûr. Madame Rousseau m'apporte parfois des légumes de son jardin. Monsieur Fournier, le boulanger, me donne du travail, mais personne ne me demande où sont mes parents. Je crois qu'ils préfèrent ne pas savoir. Cette indifférence générale face à une enfant vivant seule consterna Antoine. Comment était-ce possible, dans un pays comme la France, qu'une petite fille puisse ainsi passer entre les mailles du filet social? Et l'école, tu y vas régulièrement? Pas tous les jours, admit Manon. Juste quand je peux. J'ai dit à la directrice que je venais d'arriver à Lyon, que mes papiers n'étaient pas encore en règle. Elle m'a laissé assister au cours en attendant. Je crois qu'elle se doute de quelque chose, mais elle est gentille. Antoine termina son café, pensif. Par où commencer les recherches? L'orphelinat semblait être la première piste à suivre. Il faudrait récupérer le dossier de Manon. Retrouver cette lettre mystérieuse. Ensuite vérifier les registres de naissance à Lyon. Et enfin tenter de localiser Émilie, si c'était bien elle la mère de Manon. Voilà ce que je te propose, dit-il finalement. Aujourd'hui c'est Noël, donc la plupart des administrations sont fermées. Mais demain nous irons à mon bureau aux éditions Beaumont. J'ai des contacts qui pourront nous aider dans nos recherches. En attendant, que dirais-tu de venir passer la journée chez moi? Il fait froid dans ta maison, et nous serons plus à l'aise pour parler et réfléchir. Manon hésita, tiraillée entre méfiance et envie. Votre maison, elle est grande, comment? Très grande, répondit honnêtement Antoine. C'est un château sur la colline de Fourvière, avec beaucoup de pièces vides et des livres partout. Les yeux de Manon s'illuminèrent à la mention des livres. Des livres? Vous avez une bibliothèque? Une des plus grandes bibliothèques, privée de Lyon, confirma Antoine avec un léger sourire. Des milliers de volumes, certains très anciens, d'autres tout juste publiés. Cette information sembla décider Manon. D'accord, dit-elle, j'accepte de venir, mais juste pour aujourd'hui, et il faudra que je repasse chez moi prendre quelques affaires. Bien sûr, acquiesça Antoine Dot, Ils terminèrent leur petit déjeuner, puis retournèrent à la petite maison, où Manon rassembla quelques vêtements et objets personnels dans un sac à dos usé. Antoine remarqua qu'elle emportait précieusement un vieux livre à la couverture élimée. « C'est ton livre préféré ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Manon en le glissant soigneusement dans son sac. « C'est Le Petit Prince. Une dame me l'a offert à l'orphelinat quand j'avais 6 ans.
C'est la seule chose que j'ai gardée de là-bas. Le Petit Prince, l'histoire d'un enfant venu d'une lointaine planète, seul et en quête de compréhension. Antoine ne put s'empêcher de voir le parallèle avec Manon, cette petite fille extraordinaire, tombée dans sa vie comme venue d'un autre monde, dot astérisque. Une fois ces affaires rassemblées, Manon verrouilla soigneusement la porte de sa modeste demeure. Puis, ils prirent un taxi jusqu'au château Beaumont. Durant le trajet, Antoine observa les réactions de Manon à mesure qu'il s'éloignait des quartiers populaires pour grimper vers les hauteurs résidentielles de Fourvière. Ses yeux s'agrandissaient devant les demeures cossues qui bordaient la route, mais elle ne fit aucun commentaire dot astérisque. Lorsque le taxi s'arrêta enfin devant les grilles imposantes du château, Manon resta un moment silencieuse, en contemplant la bâtisse en pierre de taille qui se dressait au bout d'une allée bordée d'arbres centenaires. « C'est ici que vous vivez, tout seul ?» demanda-t-elle finalement, une note d'incrédulité dans la voix. « Pas tout à fait seul », répondit Antoine en payant le chauffeur. « Il y a Gérard, mon majordome, et Madame Lefebvre qui s'occupent de l'entretien. Mais oui, c'est très grand pour une seule personne. » Astérisque. Les grilles s'ouvrirent automatiquement à leur approche. Antoine avait prévenu Gérard de leur arrivée, lui demandant discrètement de préparer une chambre pour une jeune invitée. Connaissant la discrétion légendaire de son majordome, il savait qu'il ne poserait pas de questions dot astérisque. Ils remontèrent. L'allée à pied. La neige craquant sous leurs pas. Manon ralentissait parfois pour observer un détail. Une statue dissimulée entre les arbres, une fontaine gelée, un écureuil traversant furtivement leur chemin. Arrivé devant l'imposante porte d'entrée, Antoine se tourna vers Manon. « Prête ?» Astérisque, elle, hocha la tête, serrant plus fort la bretelle de son sac à dos dot astérisque. La porte s'ouvrit, avant même qu'Antoine n'ait eu le temps de sortir SE clé. Gérard se tenait dans l'encadrement, impeccable dans son costume sombre, malgré le jour férié. « Monsieur Beaumont » salua-t-il avec un léger hochement de tête. Puis, sans manifester la moindre surprise à la vue de Manon, il ajouta « Et mademoiselle, bienvenue au château Beaumont. » Astérisque Antoine apprécia la discrétion de son majordome. Gérard était à son service depuis plus de 20 ans et avait développé un talent particulier pour s'adapter aux situations les plus inattendues sans broncher. « Merci, Gérard. Voici Manon, une jeune amie qui va passer la journée avec nous. Manon, je te présente Gérard, mon majordome et ami. »« Bonjour, monsieur, » dit poliment Manon. « La chambre bleue a été préparée, comme vous l'avez demandé, » informa Gérard. « Et Madame Lefebvre est en train de préparer le déjeuner. »« Parfait. Nous allons d'abord visiter la bibliothèque, puis je montrerai sa chambre à Manon. » Astérisque. Ils pénétrèrent dans le vaste hall d'entrée où un immense sapin décoré trônait près de l'escalier monumental. Manon s'arrêta, impressionnée par la hauteur du plafond, les boiseries anciennes, les tableaux qui ornèrent les murs. « C'est comme un musée, » murmura-t-elle. « C'est une très vieille maison, » expliqua Antoine. « Elle a été construite au XIXe siècle par mon arrière-grand-père. Viens, la bibliothèque est par ici. » Astérisque. Il la guida à travers un couloir jusqu'à une double porte en chêne sculptée. Lorsqu'il l'ouvrit, Manon laissa échapper une exclamation de surprise dot astérisque. La bibliothèque du château Beaumont était une vaste pièce à 2 niveaux, avec des étagères courant du sol au plafond, remplies de livres de toute taille et de toute époque. Une échelle mobile permettait d'accéder au rayonnage supérieur. Au centre, plusieurs fauteuils de cuir entouraient une table basse en acajou. Des fenêtres en ogive laissaient entrer la lumière hivernale, révélant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. « Je n'ai jamais vu autant de livres !» souffla Manon, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Tu peux en lire autant que tu veux pendant ton séjour ici !» lui dit Antoine, touché par sa réaction. Elle s'avança précautionneusement, comme si elle craignait de briser quelque chose de précieux. Ses doigts effleurèrent les reliures avec une révérence presque religieuse. « Merci, dit-elle simplement, mais son regard exprimait une gratitude bien plus profonde que ces simples mots dot astérisque. Antoine la laissa explorer la bibliothèque à son rythme, observant sa fascination avec un mélange d'amusement et d'émotion. Dans cette immense pièce remplie de trésors littéraires, la petite silhouette de Manon semblait à la fois perdue et parfaitement à sa place,
comme si elle avait toujours appartenu à cet univers de mots et de quotes, histoire d'Astérisque. Pour la première fois depuis des années, le château Beaumont n'était plus simplement une demeure froide et vide. Grâce à la présence de cet enfant extraordinaire, il commençait à retrouver une âme. Le déjeuner de Noël fut servi dans la grande salle à manger du château. Madame Lefebvre, surprise mais ravie d'avoir une enfant à table, avait préparé un repas festif. Chapon rôti, pommes duchesse, légumes glacés, et pour dessert une magnifique bûche au chocolat. Antoine observait Manon qui, malgré son évidente fascination pour CE luxe, se comportait avec une politesse naturelle, comme si elle avait toujours fréquenté de telles tables. « Ce château a-t-il toujours appartenu à votre famille ?» demanda-t-elle entre deux bouchées, ses yeux parcourant les tableaux d'ancêtres qui ornaient les murs. « Depuis sa construction en 1875, confirma Antoine. Mon arrière-grand-père, Gustave Beaumont, l'a fait bâtir après avoir fondé les éditions Beaumont. À l'époque, CE n'était qu'une petite maison d'édition spécialisée dans les romans populaires. C'est mon grand-père qui l'a transformé en empire littéraire. Puis mon père a poursuivi son œuvre. Et maintenant c'est vous, conclut Manon. Oui, c'est moi, acquiesça Antoine avec un sourire mélancolique. Mais j'avoue que je ne suis pas aussi passionné qu'eux. Je gère l'entreprise, mais je laisse beaucoup de liberté à mes directeurs éditoriaux. Pourquoi? Vous n'aimez pas les livres? Astérisque. La question directe de l'enfant le prit au dépourvu. Si, bien sûr que j'aime les livres, mais disons que CES, dernières années, j'ai eu d'autres préoccupations. Astérisque. Le visage d'Antoine s'assombrit, et Manon, avec cette intuition particulière qu'ont parfois les enfants, n'insista pas. Elle se contenta de hocher la tête et reprit sa dégustation de la bûche. Après le déjeuner, ils retournèrent à la bibliothèque. Manon s'était installée dans un fauteuil près de la fenêtre avec un exemplaire illustré des contes d'Andersen, tandis qu'Antoine, assis à son bureau, consultait son ordinateur portable. Il cherchait des informations sur l'orphelinat Saint-Vincent, sur les registres de naissance à Lyon, sur tous ces « qui pourraient les aider à percer le mystère des origines de Manon Astérisque. Mais son esprit revenait sans cesse à Émilie. Émilie Dufresne, la sœur cadette de Caroline, si différente de son épouse et pourtant si attachante. Là où Caroline était posée, réfléchie, Émilie était impulsive, passionnée, une artiste dans l'âme qui avait choisi de suivre son cœur plutôt que les conventions familiales d'Astérisque. Antoine se souvenait de la rupture, des disputes, des larmes. Caroline avait été dévastée quand Émilie avait annoncé qu'elle quittait la France pour suivre Pierre Moreau, CE musicien bohème qu'elle avait rencontré lors d'un festival. « Il est l'amour de ma vie », avait-elle déclaré avec cette conviction absolue qui la caractérisait. « Nous allons parcourir le monde ensemble. » Astérisque les parents. Dufresne avait tenté de la raisonner, évoquant la précarité de CE mode de vie, l'incertitude de l'avenir. Mais Émilie était restée inflexible. « Je préfère une vie courte et passionnée à une existence longue et terne », avait-elle répliqué. Le lendemain, elle était partie, laissant derrière elle une famille brisée et une sœur en pleurs Astérisque. Pendant les premières années, des cartes postales étaient arrivées sporadiquement. Berlin, Prague, Vienne, Barcelone. Puis les messages s'étaient espacés. La dernière nouvelle d'Émilie remontait à près de 9 ans. Une carte de Rome avec quelques mots griffonnés à la hâte. « Tout va bien, je pense à vous. Émilie, Astérisque, 9 ans. » Si Manon avait 8 ans aujourd'hui, cela signifiait qu'elle avait été conçue peu après cette dernière carte. Était-ce possible qu'Émilie soit revenue en France pour accoucher? Avait-elle gardé l'enfant quelques mois avant de l'abandonner à l'orphelinat? Et surtout, pourquoi? Astérisque Antoine fut tiré de ses réflexions par la voix de Manon. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, dit-elle en s'approchant, le livre d'Andersen toujours dans les mains. Regardez cette illustration de « La petite fille aux allumettes ». La petite fille, elle a un médaillon qui ressemble au mien. Astérisque Antoine examina l'image. Effectivement, l'illustrateur avait doté le personnage d'Andersen d'un bijou en forme de cœur, très similaire à celui que portait Manon. « C'est une coïncidence, dit-il doucement. « Peut-être, concéda Manon. Ou peut-être que ma mère aimait cette histoire et m'a donné ces médaillons en pensant à elle. L'idée était touchante et pas si improbable.
Antoine se souvenait qu'Émilie avait toujours eu un faible pour les contes, particulièrement ceux aux tonalités mélancoliques. « C'est possible, admit-il. Émilie aimait beaucoup les contes d'Andersen. » Astérisque. Le visage de Manon s'illumina. « Vraiment? Vous vous souvenez de ça? »« Ah oui. Elle avait une édition rare des contes complets, avec des illustrations d'époque. Elle l'emportait partout. » Astérisque. Cette information semblait avoir une valeur inestimable pour Manon, comme un nouveau fil, la reliant à cette mère inconnue. Astérisque Antoine réalisa soudain qu'il possédait peut-être un moyen de confirmer ce soupçon. Il se leva et se dirigea vers une armoire ancienne située au fond de la bibliothèque. « Qu'est-ce que vous cherchez » demanda Manon curieuse. « Des albums photos » répondit Antoine en ouvrant les portes de l'armoire. « Si nous avons de la chance, nous pourrons comparer ton médaillon avec celui d'Émilie. » Astérisque. Il sortit plusieurs albums reliés de cuir et les posa sur la table basse. Manon s'approcha, trépignant d'impatience. Antoine commença à parcourir les pages, passant rapidement sur les clichés des premières années de son mariage avec Caroline. Ce souvenir était encore trop douloureux. « Voilà, » dit-il enfin, s'arrêtant sur une photo prise lors d'un Noël 7 ans plus tôt. On y voyait Caroline et Émilie, bras dessus, bras dessous, souriant à l'objectif. Caroline, élégante, dans une robe noire simple, et Émilie éclatante dans une tenue rouge vif, ses cheveux auburn cascadant sur ses épaules. Et à son cou, clairement visible, brillait un médaillon en forme de cœur. « C'est elle » souffla Manon, son doigt effleurant le visage d'Émilie sur la photographie. « Oui, c'est Émilie Dufresne, la sœur de ma femme Caroline qui est à côté d'elle. Et le médaillon, c'est le même. » Astérisque Antoine examina attentivement la photo, puis le bijou que Manon portait autour du cou. La ressemblance était frappante, mais il fallait en être absolument certain. « Puis-je » demanda-t-il en tendant la main vers le médaillon de Manon. Astérisque. Elle hésita, puis retira la chaîne et la lui donna. Antoine compara minutieusement le bijou avec celui visible sur la photo. Même forme en cœur, même ciselure délicate sur les bords, même fermoir caractéristique. « C'est bien le même, confirma-t-il, sentant une émotion intense le submerger. Ce médaillon appartenait à Émilie. Il lui avait été offert par sa grand-mère à ce 16 ans. Astérisque Manon resta silencieuse, contemplant la photo d'Émilie avec une intensité bouleversante. Puis elle murmura « Elle est belle. » « Oui, elle l'était, » approuva Antoine, et pas seulement physiquement. Émilie avait un cœur immense, une générosité sans limite. Elle était impulsive, parfois irréfléchie, mais toujours sincère. « Vous pensez vraiment qu'elle est ma mère » Astérisque. La question flottait entre eux, chargée d'espoir et d'appréhension. « Je le crois, oui, » répondit Antoine. « Ce médaillon en est une preuve presque certaine. Mais nous devons encore comprendre pourquoi elle t'a confié à cet orphelinat, et surtout, où elle se trouve maintenant. » Astérisque, il tourna quelques pages supplémentaires de l'album, cherchant d'autres photos d'Émilie qui pourraient fournir des indices. Soudain, Manon poussa une exclamation. « Attendez, cette petite fille sur la photo, qui est-ce » Astérisque. Elle pointait du doigt une image où l'on voyait une fillette d'environ 3 ans, assise sur les genoux de Caroline. L'enfant avait des cheveux blonds et un sourire lumineux. Astérisque. Antoine sentit sa gorge se nouer. Il n'avait pas ouvert cet album depuis des années, évitant soigneusement tous ces « qui pouvaient lui rappeler sa fille disparue. « C'est Sophie, » dit-il d'une voix étranglée. « Ma fille. »« Vous avez une fille » s'étonna Manon. « Mais où est-elle » Astérisque. Le silence qui suivit était si lourd que Manon sembla comprendre d'elle-même qu'elle venait de toucher à une blessure profonde. « Pardon, » dit-elle doucement. « Je ne voulais pas vous faire de peine. » Astérisque Antoine prit une profonde inspiration. S'il voulait aider Manon, il devait être honnête avec elle. « Sophie est partie avec sa mère Caroline il y a 7 ans, » expliqua-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Elles ont eu un accident de voiture sur une route de montagne. La voiture est tombée dans un ravin. » Astérisque. Il ne précisa pas que les recherches avaient duré des jours, que les corps n'avaient jamais été retrouvés, que pendant des mois il avait espéré contre toute logique que peut-être elles avaient survécu. Ces détails étaient trop douloureux, trop personnels. « Je suis désolé, » dit Manon avec une maturité surprenante.
Ça doit être très dur de vivre sans elle. Ça, l'est, admit Antoine. C'est pour ça que cette grande maison est si vide, si silencieuse. J'y vis seul depuis 7 ans, entouré de souvenirs et de regrets. Astérisque. Il referma doucement l'album, incapable de supporter davantage la vue de CES visages aimés et perdus. Sophie, ça aurait à peu près ton âge maintenant, ajouta-t-il après un moment. Elle aurait eu 10 ans le mois prochain. Astérisque Manon le regarda avec compassion, puis, dans un geste spontané, elle posa sa petite main sur la sienne. « Vous n'êtes plus seul maintenant, dit-elle simplement. Je suis là. » Astérisque. Ce geste innocent, cette phrase prononcée sans calcul, touchèrent Antoine au plus profond de son être. Pour la première fois depuis des années, il sentit les larmes lui monter aux yeux. Il les retint, ne voulant pas troubler l'enfant. « Merci, Manon, dit-il d'une voix légèrement tremblante. Tu as raison, nous ne sommes plus seuls ni l'un ni l'autre. » Astérisque. Un léger coup frappé à la porte de la bibliothèque les interrompit. Gérard entra portant un plateau avec du chocolat chaud et des biscuits. « J'ai pensé que vous apprécieriez une petite collation, » dit-il en posant le plateau sur la table. « Merci, Gérard. »« C'est très attentionné, » répondit Antoine, reconnaissant pour cette diversion qui lui permettait de reprendre contenance. Dot astérisque, Manon s'approcha avec enthousiasme, attiré par l'odeur du chocolat. Pendant qu'elle savourait sa boisson, Antoine réfléchissait aux prochaines étapes de leur enquête. « Demain, dit-il, nous irons à mon bureau des éditions Beaumont. J'ai des contacts dans la presse et dans divers organismes officiels. Nous commencerons par essayer de localiser Émilie. La dernière carte que nous avons reçue venait de Rome, mais c'était il y a 9 ans. Depuis, elle pourrait être n'importe où. Et si elle ne veut pas me voir ?» demanda Manon, exprimant enfin sa crainte la plus profonde. Dot astérisque, Antoine choisit ce mot avec soin. « Manon, je connaissais bien Émilie. Si elle a dû te confier à cet orphelinat, n'était pas par manque d'amour ou d'envie de t'élever. Il devait y avoir des circonstances extraordinaires qui l'y ont contrainte. Le fait qu'elle ait laissé un mot disant qu'elle reviendrait le prouve. »« Mais elle n'est jamais revenue, » objecta Manon, les yeux soudain brillants de larmes contenues. « Nous ne savons pas pourquoi, » répondit doucement Antoine. « C'est justement CE que nous allons essayer de découvrir. » Astérisque Manon hocha la tête, semblant puiser du réconfort. D'un CES parole. Puis elle demanda « Est-ce que je peux voir d'autres photos d'elle, pour mieux la connaître ?» « Bien sûr. » Astérisque Antoine reprit l'album et chercha d'autres clichés d'Émilie. Il y en avait plusieurs. Émilie jouant du piano, Émilie lors d'une randonnée en montagne, Émilie et Caroline adolescentes, bras dessus, bras dessous. « Vous aviez l'air d'être une famille heureuse, » observa Manon en parcourant les photos. « Nous l'étions, » confirma Antoine. « Jusqu'à CE qu'Émilie décide de partir avec Pierre Moreau, CE musicien qu'elle avait rencontré. »« Pierre Moreau » répéta Manon. « C'est peut-être mon père, alors. »« C'est possible, » acquiesça Antoine. « En fait, c'est même probable. Ils sont partis ensemble il y a environ 10 ans. Et tu as 8 ans maintenant. La chronologie correspond. » Astérisque. Il se tut un instant, puis ajouta « Je n'ai jamais beaucoup connu Pierre. Il était venu dîner au château une seule fois, quand Émilie nous l'a présenté. C'était un violoniste talentueux mais instable. Il jouait dans un orchestre symphonique à Lyon, mais rêvait d'une carrière internationale. Émilie a été séduite par sa passion, son intensité. Elle a tout quitté pour le suivre dans sa tournée européenne. »« Vous ne l'aimiez pas, » devina Manon. « Je trouvais qu'il n'était pas assez stable pour offrir à Émilie la vie qu'elle méritait, » admit Antoine. « Mais CE n'était pas à moi d'en juger. Émilie était adulte, libre de ce choix. Et elle est partie malgré votre désapprobation. Malgré la désapprobation de toute sa famille, » précisa Antoine. « Ses parents étaient furieux, Caroline. Étaient effondrés. Mais Émilie était comme ça. Quand elle croyait en quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. »« Je me demande si je lui ressemble, » murmura Manon, presque pour elle-même. Antoine l'observa attentivement. Physiquement, la ressemblance était frappante. Les mêmes pommettes hautes, le même dessin délicat des lèvres. Mais c'était surtout dans sa détermination, dans sa façon d'affronter l'adversité avec courage, que Manon lui rappelait le plus Émilie. « Tu lui ressembles beaucoup, » dit-il avec un sourire. « Pas seulement physiquement, tu as sa force de
Caractère, son intelligence, sa curiosité. Astérisque. Le visage de Manon s'illumina à ces paroles, comme si ces liens avec sa mère présumée lui donnaient enfin une identité, des racines. Et maintenant, reprit Antoine en consultant sa montre, que dirais-tu d'une visite du château? Il y a beaucoup de pièces intéressantes à découvrir. J'aimerais beaucoup, répondit Manon avec enthousiasme astérisque. Ils passèrent le reste de l'après-midi à explorer le château Beaumont. Antoine montra à Manon les salons d'apparat, la salle de musique avec son piano à queue, les chambres d'invités, les cuisines spacieuses où Madame Lefebvre préparait déjà le dîner, et même les combles, où s'entassaient des malles contenant les trésors des générations passées. Manon s'émerveillait de tout, posant des questions pertinentes, s'arrêtant parfois pour examiner un objet particulier ou admirer la vue depuis une fenêtre. Antoine répondait patiemment, surpris de redécouvrir sa propre demeure à travers les yeux neufs de l'enfant astérisque lorsque ils arrivèrent devant une porte fermée à clé. Manon s'arrêta, intriguée. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Astérisque Antoine hésita. C'était la chambre de Sophie, restée intacte depuis le jour fatal. C'est une pièce que je garde fermée, répondit-il simplement. Peut-être qu'un jour je te la montrerai, mais pas aujourd'hui. Astérisque Manon comprit sans qu'il ait besoin d'en dire plus. D'accord, dit-elle en prenant spontanément sa main. Montrez-moi plutôt le jardin. J'adore la neige. Astérisque Antoine fut touché par cette sensibilité, cette capacité à respecter ceux limites sans insister. Ils descendirent au rez-de-chaussée et sortirent par une porte-fenêtre qui donnait sur la terrasse astérisque. Le jardin du château Beaumont s'étendait sur plusieurs hectares, avec des parterres géométriques à la française près de la maison, puis un parc à l'anglaise qui descendait en pente douce vers la ville. Tout était recouvert d'un épais manteau blanc, transformant le paysage en décor féerique. « C'est magnifique », souffla Manon en contemplant l'étendue neigeuse. « En été, c'est encore plus beau », dit Antoine. « Il y a des roses de toutes les couleurs, des bassins avec des nénuphars, des allées ombragées. J'aimerais voir ça », dit Manon, puis elle s'interrompit, comme si elle réalisait soudain que cet été était encore loin, et qu'elle ne serait probablement plus là pour le voir astérisque. Antoine perçut son trouble et, pour la première fois, envisagea une possibilité qui ne lui avait pas traversé l'esprit jusqu'alors. Et si Manon restait avec lui? Non pas temporairement, mais définitivement. L'idée était encore floue, à peine formée, mais elle s'imposa à lui avec une force surprenante astérisque. Cet enfant extraordinaire, qui avait surgi dans sa vie comme par miracle, pourrait-elle combler un peu du vide laissé par Sophie et Caroline? Antoine se surprit à l'espérer, tout en se reprochant immédiatement cette pensée. Manon n'était pas un substitut à sa famille perdue. Elle était une personne à part entière, avec sa propre histoire, ses propres besoins astérisque et sa priorité. Absolue devait être de retrouver Émilie, si elle était toujours vivante. Manon méritait de connaître sa mère, de comprendre pourquoi elle avait été confiée à cet orphelinat. « À quoi pensez-vous » demanda Manon, observant son expression pensive. « À demain, » répondit Antoine. « À tous ceux que nous avons à faire pour retrouver ta mère. »« Et si nous n'y arrivons pas, » insista Manon, « si elle estimated, si on ne peut pas la retrouver ?» Astérisque Antoine s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, plongeant son regard dans celui si bleu de l'enfant. « Quoi qu'il arrive, Manon, tu n'es plus seule. Je te promets que je ne t'abandonnerai pas. Nous trouverons une solution, ensemble. » Astérisque. Une promesse solennelle, prononcée dans un jardin hivernal, entre un homme brisé par la vie et une enfant qui n'avait jamais connu la sécurité d'un foyer. Une promesse qui, sans qu'ils le sachent encore, allait changer leur destin à jamais astérisque. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Après un petit déjeuner rapide, en compagnie de Manon qui avait dormi dans la chambre bleue et s'était émerveillé du confort du lit. C'est comme dormir sur un nuage. Ils se préparèrent à se rendre aux éditions Beaumont. « Nous passerons d'abord par l'orphelinat Saint-Vincent », expliqua Antoine, tandis que sa voiture, conduite par Gérard, quittait l'allée du château. « J'ai téléphoné matin à la directrice. Elle nous recevra à 10 heures. » Astérisque Manon, assise à côté de lui sur la banquette arrière, se raidit. « Je ne veux pas y retourner, » dit-elle d'une voix tendue. « Et s'ils voulaient me garder ?»
Astérisque Antoine posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, tu es avec moi, personne ne te forcera à rester là-bas. Nous y allons uniquement pour consulter ton dossier et parler avec les personnes qui t'ont connu quand tu étais petite. Eux sont des indices précieux pour retrouver ta mère. » Astérisque Manon se détendit légèrement, mais son visage resta soucieux. Elle portait une tenue neuve que Madame Lefebvre avait achetée pour elle la veille. Un jean bleu, un pull rouge et un manteau gris bien chaud. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, et pour la première fois depuis qu'Antoine l'avait rencontrée, elle ressemblait vraiment à une enfant de son âge, et non à une adulte en miniature portant le poids du monde sur ses épaules. La route jusqu'à Villefranche-sur-Saône, où se trouvait l'orphelinat Saint-Vincent, prit environ une demi-heure. À mesure qu'ils approchaient, Manon devenait plus silencieuse, fixant le paysage d'un air absent. « Tu as peur ?» demanda doucement Antoine. « Un peu, » admit-elle. « J'ai des souvenirs mélangés de cet endroit. Certaines sœurs étaient gentilles, d'autres moins. Et puis, c'est là que j'ai compris que personne ne me voulait vraiment. » Astérisque cette dernière phrase, prononcée avec une résignation qui n'appartenait pas à l'enfance, serra le cœur d'Antoine. « Ce n'est pas vrai, Manon, dit-il avec fermeté. Si ta mère t'a laissé là, n'était pas parce qu'elle ne te voulait pas. Et cette famille qui t'a ramené, ce n'est pas toi le problème, c'est eux. Ils cherchaient un accessoire, pas un enfant. » Astérisque Manon lui adressa un faible sourire. Reconnaissante pour ces paroles astérisque elle, quote, orphelinat Saint-Vincent était un bâtiment austère du XIXe siècle, entouré d'un parc désert en lendemain de Noël. Lorsque la voiture s'arrêta devant la grille, Manon agrippa instinctivement la main d'Antoine. « Je reste avec toi, » la rassura-t-il, « tout ira bien. » Astérisque. Ils furent accueillis par sœur Marie-Claire, une femme d'une cinquantaine d'années au visage bienveillant. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle reconnut Manon. « Mon Dieu, Manon, nous étions si inquiets. Où étais-tu passée, petite fille ?» Astérisque. Avant que Manon ne puisse répondre, Antoine intervint. « Bonjour, sœur. Je suis Antoine Beaumont. Nous sommes parlé au téléphone matin. Manon est avec moi depuis peu. Nous essayons de retrouver sa famille. » Astérisque. La religieuse les invita à entrer dans son bureau, une pièce sobre meublée d'un bureau en bois foncé et de quelques chaises. Sur les murs, des images pieuses côtoyaient des dessins d'enfants. « J'ai préparé le dossier de Manon, » dit-elle en sortant une chemise cartonnée d'un tiroir. « Mais avant toute chose, monsieur Beaumont, j'aimerais comprendre votre lien avec cet enfant. Manon a fugué il y a 6 mois. Nous avons signalé sa disparition à la police. Et soudain, vous apparaissez avec elle. » Astérisque. Le ton était courtois mais ferme. Antoine apprécia cette prudence qui témoignait d'un réel souci pour le bien-être de Manon. « Je comprends votre préoccupation. Sœur, répondit-il. Pour être tout à fait franc, j'ai rencontré Manon par hasard, il y a 2 jours. Elle vivait seule dans une petite maison à Lyon. Quand j'ai découvert qu'elle possédait un médaillon ayant appartenu à ma belle-sœur, Émilie Dufresne, j'ai compris qu'il pouvait y avoir un lien familial. » Astérisque. Il sortit son portefeuille et en tira une carte de visite qu'il tendit à la religieuse. « Voici qui je suis. Vous pouvez vérifier. Mes intentions sont honorables. Je veux simplement aider Manon à retrouver sa mère, qui pourrait être Émilie. » Sœur Marie-Claire examina la carte, puis le dévisagea longuement. « Les éditions Beaumont, » murmura-t-elle. « Oui, je connais. Vous nous avez fait des dons de livres à plusieurs reprises. » Astérisque. Elle se tourna vers Manon. « Tu vas bien ? Tu n'as pas été maltraitée ?»« Je vais très bien, » affirma Manon. « Monsieur Beaumont est gentil avec moi. Il m'a même montré sa bibliothèque avec des milliers de livres. » Astérisque. Cette dernière précision sembla convaincre la religieuse plus que tout le reste. Elle hocha la tête et ouvrit le dossier. « Très bien. Que voulez-vous savoir exactement ?»« Tout ce que vous pouvez nous dire sur l'arrivée de Manon à l'orphelinat, » répondit Antoine. « La lettre qui l'accompagnait, les circonstances de son abandon, d'éventuelles visites. » Sœur Marie-Claire parcourut les documents puis releva la tête. « Manon a été déposée devant notre porte le 12 mars 2017, très tôt le matin. Elle avait environ 6 mois. C'est sœur Bernadette qui l'a trouvée en allant sonner l'Angélus. Le bébé était emmailloté dans une couverture bleue de bonne qualité, avec médaillon autour du cou. » Astérisque.
Elle sortit du dossier une enveloppe jaunie qu'elle ouvrit précautionneusement. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier pliée. Voici la lettre qui l'accompagnait. Astérisque Antoine prit le document avec des mains légèrement tremblantes. L'écriture était fine, élégante, mais tremblotante par endroits, comme si la personne qui l'avait écrite était émue ou pressée. Il lut à haute voix. Elle s'appelle Manon. Elle est née le 15 septembre 2016 à Lyon. Prenez soin d'elle. Je reviendrai la chercher dès que possible. Je vous en supplie, gardez-la en sécurité. Astérisque Antoine examina attentivement la signature. Un simple E comme Émilie. Le style d'écriture ressemblait à celui de sa belle-sœur, mais il n'en était pas certain. Cela faisait trop longtemps qu'il n'avait pas vu son écriture. Y avait-il d'autres documents ? Demanda-t-il. Un acte de naissance, peut-être ? Non, rien, répondit sœur Marie-Claire. Nous avons dû faire établir un acte de naissance provisoire pour Manon. C'est pour cela qu'officiellement, elle s'appelle Manon Dubois, un nom que nous donnons à tous nos enfants sans patronyme connu. Et des visites ? Est-ce que quelqu'un est venu voir Manon pendant qu'elle était ici ? Astérisque. La religieuse hésita puis se tourna vers un classeur qu'elle consulta brièvement. Oui, il y a eu quelques visites. Une femme est venue 4 ou 5 fois pendant les 2 premières années. Elle ne donnait jamais son nom, ne remplissait pas les registres correctement. Elle disait être une amie de la famille et vouloir s'assurer que Manon allait bien. Elle ne restait jamais longtemps, une demi-heure tout au plus. À quoi ressemblait-elle ? Demanda Antoine, le cœur battant. C'était une belle femme, la trentaine, avec des cheveux auburn. Elle portait toujours de grandes lunettes de soleil et un foulard, comme si elle ne voulait pas être reconnue. Astérisque. Antoine et Manon échangèrent un regard. Cette description correspondait à Émilie. Et après CES 2 premières années, plus de visites ? Non, elle a cessé de venir brusquement. Nous avons pensé qu'elle avait peut-être déménagé ou... Astérisque, elle, n'acheva pas sa phrase, mais Antoine comprit l'implication, ou qu'elle n'était plus de CE Monde. Est-ce qu'elle vous a laissé un moyen de la contacter, une adresse, un numéro de téléphone ? Non, rien. Elle venait toujours à l'improviste. Restait quelques minutes, puis repartait. Astérisque Antoine réfléchit un instant. Si Émilie avait pris tant de précautions pour ne pas être identifiée, c'est qu'elle avait une raison de se cacher. Mais de quoi ? Ou de qui ? Sœur Marie-Claire, reprit-il, est-ce que cette femme semblait effrayée, comme si elle craignait quelque chose ou quelqu'un ? Astérisque. La religieuse considéra la question. Maintenant que vous le mentionnez, oui. Elle était toujours sur S-garde, regardant constamment par-dessus son épaule. Une fois, je l'ai vue presque s'enfuir quand une voiture s'est arrêtée devant l'orphelinat. Astérisque, cette information troubla Antoine. Pourquoi Émilie aurait-elle eu peur ? Était-ce lié à sa décision d'abandonner Manon ? Une dernière question, dit-il. Est-ce que vous avez des photos de Manon bébé ? Des photos que cette femme aurait pu voir ou demander ? Oui, bien sûr, nous prenons des photos de tous nos enfants régulièrement. C'est important pour leur histoire personnelle. Astérisque. Elle ouvrit un autre dossier et en sortit plusieurs clichés qu'elle tendit à Antoine. On y voyait Manon à différents âges, bébé joufflu aux grands yeux curieux, bambine aux premiers pas hésitants, petite fille au sourire édenté. « Est-ce que je peux les garder ?» demanda Antoine, « ou au moins en faire des copies. »« Vous pouvez prendre celle-ci, dit sœur Marie-Claire en lui tendant quelques photos. Nous en avons des doubles. » Astérisque Antoine les accepta avec gratitude. Ces heureuses images de l'enfance de Manon étaient précieuses, des fragments d'une histoire qu'il essayait de reconstituer. « Merci infiniment pour votre aide, sœur, » dit-il en se levant. « Si vous vous souvenez d'autres détails, ou si cette femme revient, pourriez-vous me contacter ?» Astérisque. Il lui tendit sa carte personnelle, sur laquelle il inscrivit son numéro de portable. « Bien sûr, » promit la religieuse, puis, se tournant vers « Manon, prends soin de toi, petite, et sache que tu seras toujours la bienvenue ici si tu as besoin d'un toit. » Astérisque. Manon hocha la tête poliment, mais Antoine sentit sa main se crisper dans la sienne. Elle n'avait visiblement aucune intention de revenir dans cet endroit qui, malgré la bienveillance de certaines sœurs, restait associé à l'abandon et à la solitude d'Hôte Astérisque. De retour dans la voiture, Manon resta silencieuse un long moment, fixant les photos de son enfance que lui avait données sœur Marie-Claire.
C'était bizarre, dit-elle finalement, d'être là-bas à nouveau mais différemment, comme une visiteuse, pas comme une pensionnaire. Tu te sens comment? Demanda doucement Antoine. Je ne sais pas. Triste, je crois, mais aussi un peu soulagé. Maintenant, je sais que ma mère ne m'a pas complètement abandonné. Elle est venue me voir plusieurs fois. Oui, approuva Antoine, et cela confirme qu'elle avait une raison impérieuse de te laisser là. Elle semblait avoir peur, être en danger peut-être. Mais de quoi? De qui? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Astérisque, la voiture, prit la direction de Lyon, où se trouvait le siège des éditions Beaumont, un immeuble moderne en verre et acier au cœur du quartier d'affaires de la Part-Dieu. Malgré le lendemain de Noël, plusieurs employés étaient en présent. Surpris de voir leur patron arriver accompagné d'une petite fille, Antoine les salua poliment mais ne s'attarda pas, conduisant directement Manon à son bureau au dernier étage. La pièce était spacieuse, avec une vue imprenable sur la ville. Des rayonnages chargés de livres couvraient un mur entier, tandis qu'un bureau imposant en bois sombre occupait le centre de l'espace. Sur un guéridon près de la fenêtre trônait une maquette détaillée du château Beaumont. « C'est ici que vous travaillez tous les jours ?» demanda Manon impressionnée. « Pas tous les jours, » répondit Antoine. « Ces dernières années, je viens de moins en moins souvent. Je laisse la gestion quotidienne à mes directeurs. » Astérisque. Il s'installa derrière son bureau et alluma son ordinateur. « Je vais appeler quelques personnes qui pourront nous aider, » expliqua-t-il. D'abord un ami journaliste qui a des contacts partout en Europe. S'il y a une trace d'Émilie ou de Pierre Moreau quelque part, il la trouvera. Ensuite, un détective privé que j'ai déjà engagé dans le passé pour des affaires professionnelles. Il pourra faire des recherches plus discrètes. « Vous croyez vraiment qu'on va les retrouver ?» demanda Manon, son espoir mêlé d'appréhension. « Je l'espère, » répondit honnêtement Antoine. Mais je dois te prévenir, ça peut prendre du temps, et il faut aussi envisager la possibilité qu'Émilie ne soit plus... Astérisque. Il ne termina pas sa phrase, mais Manon comprit. « Qu'elle soit morte, » dit-elle doucement. « J'y ai déjà pensé. Si elle était vivante et libre de SE mouvement, elle serait probablement revenue me chercher, non ?» Astérisque. La maturité de cette réflexion frappa Antoine. Cet enfant avait manifestement beaucoup réfléchi à sa situation. C'est une possibilité, admit-il. Mais il y en a d'autres. Elle pourrait être malade, emprisonnée quelque part, ou même amnésique. Nous ne devons pas perdre espoir. Astérisque, il commença à passer des coups de téléphone, expliquant brièvement la situation à SES Contact, sans entrer dans les détails personnels. Pendant ce temps, Manon explorait le bureau, examinant les livres, la maquette du château, les photos, encadrées. « Qui est ce monsieur avec vous ?» demanda-t-elle en désignant un cliché où Antoine se tenait aux côtés d'un homme âgé à l'allure distinguée. « C'est mon père, Henri Beaumont, » répondit Antoine. « Il est décédé il y a 12. » Hans, peu après cette photo. Il avait l'air gentil. Il l'était. Un homme juste, passionné par les livres et la culture. C'est lui qui a véritablement fait des éditions Beaumont CE qu'elles sont aujourd'hui. « Et votre mère ?»« Elle nous a quittés quand j'étais adolescent, » dit simplement Antoine. Préférant ne pas s'étendre sur ces sujets douloureux d'astérisque, Manon hocha la tête, comprenant instinctivement qu'il ne souhaitait pas en dire plus. Elle continua son exploration, s'arrêtant devant une bibliothèque où s'alignaient des éditions rares. « Celui-ci est en italien, » remarqua-t-elle, en pointant un volume à la reliure ancienne. « Tu lis l'italien » s'étonna Antoine. « Non, mais je reconnais la langue. » Il y avait un cuisinier italien à l'orphelinat qui nous apprenait quelques mots. Astérisque Antoine sourit, une fois de plus impressionné par la vivacité d'esprit de cet enfant. Après avoir terminé ses appels, il se tourna vers Manon. « J'ai de bonnes nouvelles. Mon ami journaliste Laurent va commencer ses recherches dès aujourd'hui, et le détective, M. Moreau, pourra nous rencontrer demain matin. »« Moreau ?» releva Manon. « Comme Pierre Moreau ?» C'est un nom assez courant, tempéra Antoine. Je ne pense pas qu'il y ait un lien, mais c'est une coïncidence intéressante. Astérisque, il consulta sa montre. Il est presque midi. Que dirais-tu d'aller déjeuner? Il y a un excellent restaurant italien juste en face. Astérisque. Les yeux de Manon s'illuminèrent. Je n'ai jamais mangé dans un vrai restaurant. Astérisque. Cette remarque innocente
rappela brutalement à Antoine combien l'enfance de Manon avait été différente de celle de la plupart des enfants. Tant d'expériences simples lui avaient été refusées. « Alors, CE sera une première », dit-il avec un sourire encourageant. « Et je te promets que CE ne sera pas la dernière. » Astérisque au restaurant, Manon observait tout avec curiosité. La façon dont les serveurs se déplaçaient entre les tables, les gestes précis du sommelier, les plats sophistiqués qui défilaient sous ses yeux. Elle choisit des pâtes à la carbonara et les dévora avec appétit, déclarant que c'était la meilleure chose qu'elle avait jamais mangée. Pendant le repas, Antoine réfléchissait à la suite de leur enquête. Les informations recueillies à l'orphelinat étaient précieuses, mais insuffisantes. Il fallait retrouver la trace d'Émilie et de Pierre après leur départ de Rome, 9 ans plus tôt. Une idée lui traversa l'esprit. S'ils étaient musiciens, peut-être avaient-ils laissé des traces dans le milieu artistique? Des concerts, des enregistrements, des critiques dans la presse spécialisée? « Manon, dit-il soudain, est-ce que tu aimes la musique ?»« Oui, beaucoup, répondit-elle. À l'orphelinat, sœur Agnès nous faisait chanter dans la chorale, et j'écoutais souvent la radio dans la cuisine pendant que j'aidais à préparer les repas. Ta mère était passionnée de musique, lui apprit Antoine. Elle jouait merveilleusement du piano. Et Pierre, l'homme qui était avec elle, était violoniste professionnel. Si nous voulons les retrouver, la piste de la musique pourrait être utile. » Après le déjeuner, ils retournèrent aux éditions Beaumont. Antoine avait une autre idée. Consulter les archives de la maison d'édition pour voir si Émilie ou Pierre avaient gardé un lien quelconque avec le monde littéraire. Dans la salle des archives, au sous-sol du bâtiment, ils furent accueillis par Madame Girard, une archiviste méticuleuse qui travaillait pour les éditions depuis plus de 30 ans. « Monsieur Beaumont, quelle surprise de vous voir ici. Vous cherchez quelque chose en particulier. » « Bonjour, Lucienne. Oui, nous recherchons des informations sur Émilie Dufresne. Vous vous souvenez d'elle? La sœur de votre épouse? Bien sûr que je m'en souviens. Une jeune femme charmante, pleine de vie. Elle venait souvent vous rendre visite au bureau avant. Astérisque. » Elle s'interrompit, gênée, n'osant pas évoquer ouvertement la tragédie qui avait frappé Antoine. « Avant qu'elle ne parte avec CE musiciens, compléta Antoine. C'est exactement elle que nous cherchons. Avez-vous gardé une trace de ces passages ici? Des lettres, peut-être? Ou des documents qu'elle aurait pu laisser? »« Je peux vérifier dans nos archives personnelles, » proposa Madame Girard. « Nous conservons tout, vous savez. » Astérisque. Pendant que l'archiviste consultait ce registre, Antoine expliqua à Manon « Émilie travaillait parfois pour les éditions Beaumont. Elle rédigeait des critiques littéraires, traduisait des textes de l'anglais et de l'italien. Elle avait même commencé à écrire un roman pour enfants, mais je ne sais pas si elle l'a jamais terminé. »« Un roman pour enfants ?» s'exclama Manon, les yeux brillants. « J'adorerais le lire. Si nous le retrouvons, tu seras la première à le faire, » promit Antoine d'astérisque. Madame Girard revint avec plusieurs dossiers qu'elle posa sur une table. « Voici tous CE que j'ai trouvés concernant Mademoiselle Dufresne. Des contrats de traduction, quelques manuscrits à noter, et... Ah, ceci pourrait vous intéresser. » Astérisque. Elle sortit d'une enveloppe une lettre datée de 2017, adressée aux éditions Beaumont. Cette lettre est arrivée environ 1 an après son départ. Elle demandait que ses droits d'auteur soient versés sur un nouveau compte bancaire. Astérisque Antoine prit la lettre avec des mains légèrement tremblantes. L'écriture était bien celle d'Émilie, et la lettre était postée de Madrid. Un nouvel indice. Dans leur quête. C'est la dernière communication que nous avons eue avec elle, précisa Madame Girard. Le compte bancaire, demanda Antoine. Vous avez les coordonnées? Oui, elles doivent être dans nos dossiers comptables. Je vais les rechercher. Astérisque. Pendant que l'archiviste s'éloignait à nouveau, Antoine examina les autres documents. Des traductions d'Émilie, des notes de lecture, quelques ébauches de son roman pour enfants, intitulé « L'étoile voyageuse ». « L'étoile voyageuse », murmura Manon. Ça me rappelle quelque chose. La chanson dont tu te souviens vaguement, suggéra Antoine. Celle que cette femme te chantait à l'orphelinat? Peut-être, dit Manon, plissant les yeux comme pour mieux voir dans ses souvenirs. C'était une chanson douce, à propos d'une étoile qui cherchait sa place dans le ciel. Astérisque Antoine parcourut rapidement les pages du manuscrit inachevé. Il s'agissait de l'histoire d'une petite étoile séparée de sa constellation, qui voyageait à travers le ciel nocturne à la recherche de sa famille.
Les parallèles avec la situation de Manon étaient troublants. « Je pense que ta mère a écrit cette histoire en pensant à toi, » dit-il doucement. C'était sa façon de rester connecté à toi, même à distance. Astérisque. Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Elle prit délicatement les pages et les serra contre son cœur. « Je peux les garder ? » « Bien sûr, elles t'appartiennent. » Astérisque. Madame Girard, qui revint avec les informations bancaires. Voici le numéro de compte sur lequel les derniers versements ont été effectués. C'est une banque espagnole, la Banco Nacional de Madrid. Astérisque. Un nouvel indice qui renforçait la piste espagnole. Antoine prit note des informations, remerciant chaleureusement l'archiviste pour son aide astérisque. En sortant des archives, il se sentait à la fois encouragé et perplexe. Ils avaient maintenant plusieurs pistes concrètes. La banque espagnole, le milieu, musical, le manuscrit inachevé. Mais CES indice datant de 8 ans. Que s'était-il passé depuis? Pourquoi Émilie avait-elle cessé ses visites à l'orphelinat? Était-elle toujours en Espagne? Et surtout, pourquoi avait-elle semblé si effrayée? Astérisque, ces questions tournaient dans son esprit tandis qu'il regagnait sa voiture. À côté de lui, Manon feuilletait silencieusement les pages du manuscrit de sa mère, comme si elle essayait d'y trouver des réponses à ses propres questions. « Nous. »« Avançons, Manon, » dit Antoine avec un optimisme qu'il ne ressentait qu'à moitié. « Demain, nous rencontrerons le détective, et avec tous ces indices, il pourra commencer une recherche plus approfondie. »« Et en attendant ?» demanda Manon. « En attendant, nous rentrons au château. Tu pourras lire tranquillement cette histoire que ta mère a écrite pour toi. Et peut-être qu'ensemble, nous pourrons réfléchir à une fin pour l'étoile voyageuse. » Astérisque. Manon hocha la tête, un mince sourire éclairant son visage. « J'aimerais que l'étoile retrouve sa constellation, » dit-elle doucement. « Qu'elle ne soit plus jamais seule dans le ciel. C'est une belle fin, » approuva Antoine, « et je ferai tout pour qu'elle devienne réalité pour toi. » Astérisque. La voiture s'engagea sur le pont qui traversait le Rhône, sous un ciel d'hiver où les premières étoiles commençaient à apparaître. Quelque part, peut-être, Émilie regardait le même ciel, pensant à la petite fille qu'elle avait dû abandonner. Antoine se jura silencieusement de les réunir, quels que soient les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin astérisque. La semaine qui suivit fut intense, rythmée par les rendez-vous avec le détective privé, les coups de téléphone de Laurent, le journaliste et les recherches personnelles d'Antoine. Manon, quant à elle, avait pris ce quartier au château Beaumont, occupant la chambre bleue comme si elle y avait toujours vécu. Gérard et Madame Lefebvre s'étaient rapidement attachés à cette enfant singulière, si mature et pourtant si vulnérable. Un matin, alors qu'Antoine travaillait dans son bureau et que Manon lisait dans la bibliothèque, le téléphone sonna. C'était Laurent. « Antoine, j'ai des nouvelles importantes. » Astérisque. Le ton grave de son ami fit se redresser Antoine. « Je t'écoute. » J'ai retrouvé la trace de Pierre Moreau. Il vit à Barcelone où il donne des cours de violon dans un conservatoire. Mais Émilie n'est pas avec lui. Astérisque. Antoine sentit son cœur se serrer. Continue. Selon mes sources, ils se sont séparés il y a environ 8 ans. Une rupture. Difficile apparemment. Pierre s'est remarié depuis avec une pianiste espagnole. Et Émilie, tu as trouvé quelque chose sur elle? Astérisque. Un silence pesant s'installa à l'autre bout de la ligne. Laurent, tu es toujours là? Oui, désolé. C'est juste que c'est compliqué. J'ai trouvé un article dans un journal local de Madrid datant d'il y a 7 ans. Il mentionne une certaine Émilie Dufort, une Française qui aurait été hospitalisée suite à une agression. La description physique correspond à Émilie, et le nom est suffisamment proche pour être un pseudonyme. « Une agression ?» répéta Antoine, horrifié. « De quel genre ?» L'article ne donne pas beaucoup de détails. Il dit seulement qu'elle a été retrouvée inconsciente dans une ruelle, battue et laissée pour morte. Elle a été admise à l'hôpital, San Carlos dans un état critique. Astérisque. Antoine ferma les yeux, assailli par des images terribles. Et ensuite, elle s'est rétablie? C'est là que les choses deviennent floues. J'ai contacté l'hôpital, mais ils refusent de donner des informations sur les patients, surtout après tant d'années. J'ai toutefois réussi à parler à une infirmière qui se souvenait vaguement de cette patiente française. Selon elle, la femme serait restée dans le coma pendant plusieurs semaines,
puis aurait disparu de l'hôpital. Disparu? Comment ça? Disparu? Elle n'en savait pas plus. Soit Émilie s'est réveillée et a quitté l'hôpital de son propre chef, soit quelqu'un l'a déplacée. Dans tous les cas, il n'y a plus de traces officielles d'elle après cet épisode. Astérisque Antoine resta silencieux, assimilant CES informations troublantes. Si cette Émilie Dufort était bien Émilie, cela expliquerait pourquoi elle avait cessé 16 visites à l'orphelinat. Mais cela soulevait aussi d'autres questions inquiétantes. Qui l'avait agressée et pourquoi? Était-elle encore en vie? Il y a autre chose, reprit Laurent. J'ai trouvé une ancienne affiche de concert datant d'il y a 10 ans. Pierre Moreau et un ensemble musical se produisaient à Madrid. Et parmi les membres de cet ensemble, il y avait un certain Viktor Kovalev, un pianiste russe. Kovalev, le nom ne disait rien à Antoine. Oui, ce qui est intéressant, c'est que C.E. Kovalev a disparu de la circulation peu après l'agression d'Émilie Dufort. Et selon mes contacts dans le milieu musical, il était connu pour son tempérament violent et SES lien avec la mafia russe. Astérisque. Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. Tu penses qu'il pourrait être lié à l'agression d'Émilie? C'est une possibilité que je n'écarte pas. Les dates coïncident, et il y a des rumeurs selon lesquelles Émilie et lui auraient été proches après sa rupture avec Pierre. Astérisque Antoine tenta de rassembler les pièces de C.E. puzzle inquiétant. Émilie quitte Pierre, se rapproche peut-être de C.E. Kovalev, puis se fait agresser et disparaît. Était-ce lié à sa décision d'abandonner Manon à l'orphelinat? Craignait-elle pour la sécurité de sa fille? Laurent, je dois en savoir plus sur C.E. Kovalev. Et je dois parler à Pierre Moreau, tu peux m'arranger ça? Je vais essayer. Je t'envoie l'adresse du conservatoire où travaille Pierre. Quant à Kovalev, je continue mes recherches, mais l'homme semble s'être volatilisé. Après avoir raccroché, Antoine resta un long moment immobile, le regard perdu dans le vague. Les nouvelles étaient à la fois encourageantes et terrifiantes. Ils avaient une piste concrète, mais celle-ci menait peut-être à une vérité douloureuse astérisque. Comment annoncer cela à Manon? L'enfant avait placé tant d'espoir dans CES Recherche. Lui dire que sa mère avait peut-être été victime d'une agression violente, qu'elle était peut-être... Non, il ne pouvait pas envisager cette possibilité. Pas encore. Il fallait d'abord vérifier toutes les pistes astérisque. Antoine quitta son bureau et se dirigea vers la bibliothèque où il trouva Manon, plongée dans la lecture du manuscrit inachevé d'Émilie, L'Étoile voyageuse. Elle leva les yeux à son entrée. « J'ai écrit une fin », annonça-t-elle avec fierté. « Voulez-vous la lire ?» Astérisque Antoine s'approcha et prit les feuillets qu'elle lui tendait. L'écriture enfantine mais soignée de Manon racontait comment la petite étoile, après un long voyage à travers le ciel, retrouvait enfin sa constellation. Mais au lieu de simplement réintégrer sa place d'origine, elle apportait avec elle toutes les merveilles et les leçons apprises durant son voyage, enrichissant ainsi sa famille d'étoiles. « C'est magnifique, Manon, » dit-il, sincèrement ému. « Je suis sûr que ta mère adorerait cette fin. »« Vous avez des nouvelles ?» demanda-t-elle, percevant la tension dans sa voix astérisque. Antoine hésita. Devait-il lui dire la vérité ou la protéger en attendant d'en savoir plus? « Oui, » dit-il finalement. « J'ai parlé à mon ami journaliste. Il a retrouvé la trace de Pierre. Chamorro, l'homme qui était avec ta mère, il vit à Barcelone et enseigne le violon. » Astérisque, les yeux de Manon s'agrandirent. « Et ma mère? Elle est avec lui? »« Non, » répondit doucement Antoine. « Il semble qu'ils se soient séparés il y a longtemps. Pierre s'est remarié depuis. » Astérisque. Le visage de Manon s'assombrit. « Alors, on ne sait toujours pas où elle est. » Astérisque. Antoine s'assit à côté, d'elle cherchant ces mots. « Nous avons une piste. Une femme correspondant à la description d'Émilie a été vue à Madrid il y a quelques années. Nous allons suivre cette piste. En fait, je pensais que nous pourrions partir pour l'Espagne. »« Dès demain. »« Qu'en dis-tu ?»« L'Espagne, » s'exclama Manon, partagée entre excitation et appréhension. « Je n'ai jamais voyagé aussi loin. » Astérisque. « Ce sera une aventure, » dit Antoine avec un sourire encourageant. « Et peut-être que là-bas nous trouverons enfin des réponses. » Astérisque. Il ne lui parla pas de l'agression, ni du coma, ni de la disparition mystérieuse. Ces détails étaient trop lourds à porter pour une enfant de 8 ans. Il lui dirait la vérité, mais progressivement quand elle serait prête à le entendre astérisque.
Le lendemain matin, ils embarquèrent dans un avion pour Barcelone. C'était la première fois que Manon prenait l'avion, et son émerveillement face aux nuages vus d'en haut allégea momentanément l'atmosphère tendue. Antoine avait organisé leur séjour dans un hôtel luxueux près des Ramblas, et prévu une rencontre avec Pierre Moreau au conservatoire où il enseignait Dot * Barcelone, les accueillit sous un soleil hivernal, bien différent de la neige qu'il avait laissée à Lyon. La ville vibrait de couleurs et de vie, avec ses bâtiments gaudis, ses places animées et sa mer scintillante à l'horizon. « C'est tellement beau !» murmura Manon en observant la Sagrada Familia depuis la fenêtre du taxi qui les conduisait à leur hôtel. « Oui, » acquiesça Antoine, « c'est une ville magnifique. Je comprends pourquoi ta mère et Pierre ont été attirés par l'Espagne. *. Une fois installé à l'hôtel, Antoine consulta sa montre. Pierre Moreau donne un cours au conservatoire cet après-midi. Si nous nous dépêchons, nous pouvons y être à temps pour le rencontrer à la fin. Le conservatoire de musique de Barcelone était un bâtiment élégant au cœur du quartier gothique. Lorsqu'ils y arrivèrent, les notes d'un violon s'échappèrent d'une salle au rez-de-chaussée. Antoine et Manon s'approchèrent silencieusement et regardèrent par la porte entr'ouverte Dot *. Un homme d'une quarantaine d'années, mince et élégant, aux cheveux poivre et sel coiffés en arrière, dirigeait un petit ensemble d'élèves. Caresseuse gestes étaient précis, passionnés, et la musique qui en résultait était d'une beauté saisissante. « C'est lui » chuchota Manon. « Je pense que oui » répondit Antoine. « Attendons qu'il ait terminé. » La leçon dura encore une vingtaine. 2 minutes, puis les élèves commencèrent à ranger leurs instruments. Pierre Moreau discutait avec un jeune violoniste quand il remarqua Antoine et Manon dans l'encadrement de la porte. Son regard s'attarda sur l'enfant, une expression indéchiffrable, traversant son visage. Après avoir congédié son élève, il s'approcha d'eux. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il en français, ayant visiblement reconnu des compatriotes. « Monsieur Moreau, commença Antoine, je m'appelle Antoine Beaumont. J'étais le beau-frère d'Émilie Dufresne. *. Le visage de Pierre se figea. Il jeta un nouveau regard vers Manon, puis revint à Antoine. « Émilie, murmura-t-il. Cela fait des années que personne ne m'a parlé d'elle. Nous la recherchons, expliqua Antoine. C'est important. Pourrions-nous discuter en privé ? Pierre hésita, puis acquiesça. Suivez-moi. J'ai une pause avant mon prochain cours. Il les conduisit dans une petite salle de répétition inoccupée, fermant la porte derrière eux. Ses yeux ne quittaient pas Manon. « Cette petite fille, commença-t-il. « C'est Manon, dit Antoine, la fille d'Émilie. » Pierre porta une main à sa bouche, visiblement secouée. « Mon Dieu, souffla-t-il, elle lui ressemble tellement. » Il s'agenouilla devant Manon, l'observant avec une émotion mal contenue. « Bonjour Manon, je suis Pierre. J'étais un ami de ta mère. Vous savez où elle est ? Demanda directement Manon, allant droit à l'essentiel comme à son habitude Dot *. Pierre se releva lentement, secouant la tête. Non, je ne l'ai pas vue depuis près de 8 ans. Nous nous sommes séparés à Madrid. Notre relation était devenue compliquée. Il invita Antoine et Manon à s'asseoir sur un banc, tandis qu'il prenait place sur un tabouret de piano. « Je ne comprends pas, » dit-il, s'adressant à Antoine. « Comment avez-vous retrouvé Manon ? Émilie m'avait dit qu'elle l'avait confiée à une famille adoptive en France. » Cette révélation surprit Antoine. « C'est CE qu'elle vous a dit ? En réalité, Manon a été déposée dans un orphelinat près de Lyon quand elle avait 6 mois. Émilie y est retournée plusieurs fois pour la voir, mais elle a cessé ce visite brusquement il y a environ 7. Pierre pâlit. 7 ans, c'est à cette époque que... Il s'interrompit, jetant un regard hésitant vers Manon Dot *. Antoine comprit le message. « Manon, dit-il doucement, est-ce que tu pourrais attendre dehors un moment ? Il y a un jardin juste à côté. Monsieur Moreau et moi devons discuter de choses compliquées. » Manon fronça les sourcils, visiblement contrarié d'être mise à l'écart. « Mais c'est ma mère dont vous allez parler. J'ai le droit de savoir. Je te promets de tout te raconter après, » assura Antoine. « Mais certains détails pourraient être difficiles à entendre. S'il te plaît, fais-moi confiance. » Après un moment d'hésitation, Manon céda.
D'accord, mais ne me cachez rien ensuite. Astérisque. Une fois l'enfant sorti, Pierre se passa une main sur le visage. Elle a son caractère, remarqua-t-il avec un faible sourire. Comme Émilie. Que s'est-il passé il y a 7 ans? Demanda Antoine, allant droit au but astérisque. Pierre prit une profonde inspiration. Émilie et moi, notre relation s'était détériorée après la naissance de Manon. Je n'étais pas prêt à être père et Émilie le savait. C'est pourquoi elle a décidé de confier le bébé à l'adoption, du moins c'est qu'elle m'a dit. Mais notre tournée européenne était exigeante, nous voyagions constamment, vivions dans l'incertitude. Émilie est devenue distante, mélancolique. Je pensais que c'était à cause de l'adoption, du deuil de cette maternité abandonnée. Astérisque. Il fit une pause, comme pour rassembler ces souvenirs douloureux. Puis, à Madrid, nous avons rencontré Viktor Kovalev, un pianiste russe brillant, mais inquiétant. Il a rejoint notre ensemble pour quelques concerts. Émilie et lui ont développé une relation étrange, presque obsessionnelle. Je ne sais pas s'ils étaient amants, mais leur complicité musicale était évidente. J'étais jaloux, bien sûr. Nous nous sommes disputés violemment et j'ai quitté Madrid, laissant Émilie derrière moi. Et ensuite, pressa Antoine. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'Émilie avait été agressée, battue presque à mort. On l'a retrouvée dans une ruelle près de l'appartement qu'elle partageait avec Kovalev. J'ai immédiatement suspecté cet homme. Il avait un tempérament explosif, et des rumeurs couraient sur ses liens avec des cercles mafieux russes. « Vous êtes allé la voir à l'hôpital » ? « J'ai essayé, » dit Pierre, l'air coupable. « Mais quand je suis arrivé à Madrid, on m'a dit qu'elle était dans le coma et que seule la famille proche était autorisée à la voir. J'ai insisté, expliqué que j'étais son partenaire, mais rien n'y a fait. Puis, quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'elle avait disparu de l'hôpital. »« Disparu ?» répéta Antoine, son inquiétude grandissant. « Comment est-ce possible ?»« Je ne sais pas, » admit Pierre. « Les versions diffèrent. Certains disent qu'elle s'est réveillée et est partie d'elle-même. D'autres suggèrent qu'elle a été transférée dans un autre établissement. J'ai essayé de la retrouver, mais toutes les pistes menaient à des impasses. Victor avait disparu lui aussi. J'ai fini par abandonner mes recherches et par refaire ma vie ici, à Barcelone. » Astérisque Antoine digéra ces informations troublantes. L'histoire prenait une tournure de plus en plus sombre. « Pensez-vous qu'Émilie soit encore en vie ?» demanda-t-il finalement, posant la question qui le hantait. Astérisque Pierre haussa les épaules, impuissant. « Je l'espère. » Émilie était forte, résiliente, mais ses blessures étaient graves et sa disparition reste mystérieuse. Sans nouvelles depuis 7 ans. Astérisque, il laissa sa phrase en suspens, mais l'implication était claire. « Il y a une chose que vous devriez savoir, » ajouta-t-il après un moment. Viktor Kovalev n'était pas seulement un musicien, il était aussi connu pour ses activités moins légitimes, du trafic d'œuvres d'art principalement. Émilie m'avait confié qu'il l'avait impliqué dans certaines de ses affaires, presque malgré elle. Elle était fascinée par lui, mais aussi terrifiée. Vous pensez que cette agression pourrait être liée à ses activités illégales? C'est possible. Ou peut-être Émilie a-t-elle voulu se retirer et Victor n'a pas apprécié. Je ne peux qu'émettre des hypothèses. Astérisque Antoine réfléchit intensément. Si Émilie avait été mêlée à des affaires de trafic d'art, cela expliquerait pourquoi elle semblait si effrayée lors de ses visites à l'orphelinat. Pourquoi elle avait confié Manon à des inconnus plutôt que de la garder avec elle. « Une dernière question, » dit Antoine. « Avez-vous une idée de l'endroit où Viktor Kovalev pourrait se trouver maintenant? S'il est toujours en vie ?» Astérisque Pierre secoua la tête. « Aucune. Après la disparition d'Émilie, il s'est volatilisé. Certains disent qu'il est retourné en Russie, d'autres qu'il a été éliminé par ses propres associés. Dans ces milieux, les disparitions sont rarement accidentelles. » Astérisque Antoine se leva, tendant la main à Pierre. « Merci pour votre franchise. Ces informations sont précieuses, même si elles sont douloureuses. » Astérisque Pierre serra sa main puis demanda « Qu'allez-vous faire maintenant et que va devenir Manon ?»« Nous allons continuer à chercher Émilie, » répondit Antoine avec détermination, « en commençant par Madrid. Quant à Manon, elle est sous ma protection pour l'instant. Si nous ne retrouvons pas Émilie... » Astérisque, il n'acheva pas sa phrase, mais Pierre sembla comprendre. « Vous envisagez de l'adopter ?»« C'est une possibilité, » admit Antoine. « Elle n'a personne d'autre,
et nous nous sommes attachés l'un à l'autre. Astérisque Pierre hocha la tête, pensif. Elle a de la chance de vous avoir trouvé, et j'espère sincèrement que vous retrouverez Émilie. Malgré nos différends, je l'ai aimée profondément. Astérisque, ils quittèrent la salle de répétition et retrouvèrent Manon qui attendait dans le jardin, observant un chat errant qui se prélassait au soleil. « Manon, » appela Pierre doucement, « j'aimerais te donner quelque chose avant que vous ne partiez. » Astérisque, il sortit de sa poche un petit étui en velours qu'il ouvrit. À l'intérieur se trouvait une fine chaîne en argent, avec un pendentif en forme de clé de sol. Ta mère portait ces bijoux lors de nos premiers concerts ensemble. Elle disait que la musique était la clé qui ouvrait les portes de l'âme. Je pense qu'elle aurait voulu que tu l'aies. Astérisque Manon prit délicatement le bijou, touché par ces gestes. Merci, dit-elle simplement Astérisque. Antoine et Manon prirent congé de Pierre, promettant de le tenir informé de l'avancement de leurs recherches. De retour à l'hôtel, Manon demanda immédiatement. « Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit sur ma mère ?» Astérisque Antoine s'assit sur le bord du lit, invitant Manon à prendre place à côté de lui. « Ce que je vais te dire est difficile, Manon, mais tu as le droit de savoir la vérité. » Astérisque. Il lui raconta alors, en choisissant soigneusement ses mots, comment Émilie et Pierre s'étaient beau séparés, comment elle avait rencontré Victor Kovalev et comment elle avait été retrouvée blessée dans une ruelle de Madrid. Il évita les détails les plus violents, mais ne cacha pas l'essentiel. Sa mère avait été gravement blessée et avait disparu de l'hôpital sans laisser de traces Astérisque. Manon écouta en silence, son visage trahissant une palette d'émotions. Choc, tristesse, colère, puis détermination. « Alors elle pourrait être encore en vie ?» demanda-t-elle finalement. « C'est possible, » répondit Antoine. « Nous n'avons aucune preuve du contraire. » « Et c'est Victor Kovalev, c'est lui qui lui a fait du mal ? Nous n'en sommes pas certains, mais c'est une possibilité. Il a disparu en 1977, même temps qu'elle. » Astérisque Manon réfléchit un moment, puis demanda « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Demain, nous partons pour Madrid. Nous visiterons l'hôpital où ta mère a été soignée. Peut-être y trouverons-nous des informations sur CE qui lui est arrivé après son réveil. » Astérisque Manon hocha la tête, déterminée. « On va la retrouver, » dit-elle avec une conviction touchante. « Je le sens. » Astérisque Antoine sourit, admirant une fois de plus le courage de cet enfant extraordinaire. « Oui, Manon, nous allons faire tout notre possible pour la retrouver. » Astérisque. Cette nuit-là, allongé dans son lit d'hôtel, Antoine ne parvint pas à trouver le sommeil. Les révélations de Pierre Moreau avaient fait ressurgir de vieilles angoisses. Si Émilie s'était réveillée de son coma, pourquoi n'avait-elle pas cherché à retrouver sa fille? Et si elle n'avait jamais repris conscience? Ou pire, si elle avait succombé à ses blessures dans un autre hôpital? Et ce Victor Kovalev, cet homme mystérieux qui semblait être au cœur de toute cette affaire. Où était-il maintenant? Avait-il vraiment agressé Émilie? Ou l'avait-il aidé à disparaître pour échapper à d'autres dangers? Tant de questions sans réponse. Antoine se tourna vers la chambre communicante où dormait Manon. La porte était entr'ouverte, et il pouvait entendre sa respiration régulière. Malgré les révélations troublantes de la journée, l'enfant semblait dormir paisiblement. « Je te promets que nous découvrirons la vérité, Manon, » murmura-t-il dans l'obscurité, quelle qu'elle soit. Astérisque. Le lendemain matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans la salle de l'hôtel, le téléphone d'Antoine sonna. C'était Laurent, son ami journaliste. « Antoine, j'ai du nouveau, du très important. » Astérisque. La voix de Laurent vibrait d'excitation. « Je t'écoute. »« J'ai retrouvé la trace de Victor Kovalev. Il est vivant et il est à Madrid. Il dirige une galerie d'art dans le quartier de Salamanca. » Astérisque Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Tu en es sûr ?»« Absolument. J'ai un contact qui l'a vu hier. Et CE n'est pas tout. Il y a une femme qui travaille avec lui, une Française. Mon contact n'a pas pu voir son visage. Elle portait de grandes lunettes noires et un foulard, mais il a entendu sa voix. Une voix avec un accent français. » Astérisque Antoine serra le téléphone si fort que SES jointures blanchirent. « Tu penses que ça pourrait être Émilie ? Je ne peux rien affirmer, mais les coïncidences seraient troublantes. Une Française travaillant avec l'homme qu'on soupçonne d'avoir agressé Émilie, ça vaut le coup de vérifier.
Quelle est l'adresse de cette galerie? Astérisque Laurent la lui donna, ainsi que quelques détails supplémentaires. La galerie s'appelait Arte Nova et se spécialisait dans l'art contemporain russe et est européen. Elle avait ouvert ses portes il y a 4 ans, sous la direction d'un certain Victor Kova, une version légèrement modifiée du nom de Kovalev. « Sois prudent, Antoine », avertit Laurent avant de raccrocher. « Si Kovalev est vraiment impliqué dans des activités illégales, il pourrait être dangereux. » Antoine raccrocha, l'esprit en ébullition. Ils avaient prévu de visiter l'hôpital San Carlos aujourd'hui, mais cette nouvelle piste semblait bien, ce plus prometteuse. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Manon, observant son expression agitée. Antoine hésita. Devait-il lui parler de cette piste, au risque de susciter de faux espoirs, ou devait-il enquêter seul d'abord? « C'était mon ami journaliste, » dit-il finalement. « Il a peut-être trouvé une piste concernant ta mère à Madrid. Nous allons y aller aujourd'hui même. » Astérisque. Les yeux de Manon s'illuminèrent. « Vraiment? Vous pensez qu'elle pourrait être là-bas? » « Je ne sais pas, Manon. C'est possible. Mais ne te fais pas trop d'espoir. Nous devons vérifier cette information avec prudence. » Astérisque. 2 heures plus tard, ils embarquaient dans un train à grande vitesse pour Madrid. Le paysage espagnol défilait par la fenêtre, mais ni Antoine ni Manon n'y prêtaient attention. Leurs pensées étaient entièrement tournées vers cette galerie d'art mystérieuse et cette femme française qui y travaillait. Était-ce vraiment Émilie? Et si oui, pourquoi n'avait-elle jamais cherché à retrouver sa fille? Pourquoi travaillait-elle avec l'homme qu'on soupçonnait de l'avoir agressée? Tant de questions troublantes auxquelles ils espéraient trouver des réponses à Madrid. Astérisque. Dans le compartiment silencieux du train, Antoine observait Manon qui somnolait, la tête appuyée contre la vitre. Malgré les révélations douloureuses, malgré l'incertitude, elle gardait cette détermination tranquille qui la caractérisait, cette force intérieure qui l'avait aidée à survivre seule pendant des mois. « On arrive bientôt à Madrid », murmura-t-il doucement en la réveillant. « Prépare-toi, Manon. Peut-être qu'aujourd'hui tout va changer. » Astérisque Manon ouvrit les yeux encore ensommeillés et lui sourit. « J'ai rêvé d'elle, » dit-elle simplement. Elle me chantait la chanson de l'étoile. Astérisque Antoine lui rendit son sourire, espérant de tout son cœur que ce rêve était prémonitoire, que bientôt, très bientôt, Manon pourrait enfin entendre cette chanson de la bouche même de sa mère. Madrid les accueillit sous un ciel d'un bleu limpide, contrastant avec l'agitation qui habitait Antoine et Manon. Ils s'installèrent rapidement dans un hôtel du centre-ville, puis se dirigèrent immédiatement vers le quartier de Salamanca, où se trouvait la galerie Arte Nova. « Comment allons-nous procéder ?» demanda Manon, tandis que le taxi les conduisait à travers les avenues élégantes de CE quartier UP. « D'abord, nous allons observer discrètement, » expliqua Antoine. « Je veux voir cette femme française, avant de décider quoi faire. » Astérisque. La galerie Arte Nova occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble art déco, sa façade élégante ornée de grandes vitrines exposant des œuvres contemporaines aux couleurs vives. Un panneau discret annonçait une exposition de jeunes artistes russes d'Astérisque. Antoine et Manon s'arrêtèrent dans un café situé de l'autre côté de la rue, d'où ils pouvaient observer l'entrée de la galerie. Antoine commanda un café et un chocolat chaud pour Manon, puis sortit discrètement son téléphone pour prendre quelques photos de l'établissement. « Vous pensez qu'elle est là-dedans » murmura Manon, son regard ne quittant pas la galerie. « C'est possible, » répondit Antoine. « Restons patients. » Astérisque, ils attendirent près d'1 heure, observant les clients qui entraient et sortaient. Des collectionneurs fortunés, des touristes curieux, quelques artistes à l'allure excentrique. Puis, vers midi, la porte de la galerie s'ouvrit sur un homme, d'une 50aine d'années, grand et élancé, aux cheveux grisonnants coupés courts. Il portait un costume impeccable et discutait avec animation avec une femme dont le visage était partiellement caché par de grandes lunettes noires et un foulard élégant noué autour de sa tête. « C'est lui », souffla Antoine. « Victor Kovalev. Et cette femme ?» Astérisque Manon se pencha en avant, scrutant intensément la silhouette féminine. « C'est ma mère ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne peux pas en être sûr à cette distance, » admit Antoine. « Mais c'est possible. » Astérisque le couple traversa la rue et s'installa à la terrasse d'un restaurant voisin.
Antoine et Manon les observaient, le cœur battant. La femme gardait ses lunettes noires, même à table, et semblait parler peu, se contentant d'écouter son compagnon. « Je vais m'approcher, décida Antoine. Toi, reste ici. Si c'est bien Émilie, je ne veux pas qu'elle te voie tout de suite. La surprise pourrait être trop brutale. »« Non, protesta Manon. Je viens avec vous. C'est ma mère. » Astérisque Antoine hésita, puis céda devant la détermination de l'enfant. « D'accord, mais laisse-moi parler d'abord. » Astérisque. Ils quittèrent leur table et traversèrent la rue. À mesure qu'ils approchèrent du restaurant, Antoine sentait son cœur s'accélérer. Et si CE n'était pas Émilie? Et si c'était elle, mais qu'elle ne voulait pas être retrouvée? Et si Kovalev était dangereux? Trop tard pour CES question. Ils étaient maintenant à quelques mètres de la table où le couple déjeunait. Kovalev leva les yeux apercevant Antoine qui s'approchait. Son expression passa de la surprise à la méfiance. Émilie appela doucement Antoine Dot astérisque. La femme se figea, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Lentement, très lentement, elle tourna la tête vers eux. Malgré les lunettes noires, Antoine reconnut immédiatement les traits fins, les pommettes hautes, les lèvres délicatement dessinées. C'était bien Émilie Dufresne, la sœur de Caroline. « Antoine » murmura-t-elle, incrédule. « Comment » astérisque, son regard descendit vers Manon, qui se tenait légèrement en retrait, tremblante d'émotion. Un son étranglé s'échappa de sa gorge. « Manon? Ma petite Manon » astérisque. Elle se leva brusquement, renversant sa tasse. D'un geste automatique, elle retira ses lunettes, révélant des yeux bleus identiques à ceux de sa fille, mais aussi une fine cicatrice qui courait de sa tempe à sa joue droite. « C'est impossible, souffla-t-elle. Comment m'avez-vous retrouvé? Comment avez-vous retrouvé Manon ?» Astérisque Kovalev se leva à son tour, son visage tendu. « Émilie, qui sont 16 gens ?» demanda-t-il en anglais avec un fort accent russe. « Victor, c'est Antoine, le mari de ma sœur Caroline. Et cette petite fille, c'est ma fille Manon. »« Ta fille ?» répéta Kovalev, visiblement surpris. « Celle que tu croyais perdue ?» Émilie s'approcha de Manon, s'agenouillant devant elle, n'osant pas la toucher comme si elle craignait qu'elle ne s'évapore. « C'est vraiment toi, » murmura-t-elle. « Tu as tellement grandi. » Astérisque Manon restait silencieuse, dévorant sa mère du regard. Puis, d'un geste hésitant, elle sortit de sa poche le médaillon en forme de cœur. « C'est à vous, » dit-elle simplement. « Vous me l'avez laissé. » Émilie porta une main tremblante à sa bouche, les larmes coulant librement sur ses joues. « Tu l'as gardé tout ce temps. » Astérisque. Sans un mot de plus, elle ouvrit ses bras et Manon s'y précipita. Elles s'étreignirent longuement sous le regard ému d'Antoine et celui plus complexe de Victor Kovalev. « Nous devrions continuer cette conversation ailleurs, » suggéra finalement CE dernier. « La galerie est fermée cet après-midi. Nous y serons tranquilles. » Astérisque. Quelques minutes plus tard, ils étaient installés dans l'arrière-boutique confortable de la galerie Arte Nova. Émilie n'avait pas lâché la main de Manon, la couvant d'un regard où se lisait un mélange d'amour, de culpabilité et d'incrédulité. « Je ne comprends pas, dit-elle finalement. Comment avez-vous pu me retrouver? Et comment Manon s'est-elle retrouvée avec toi, Antoine ?» Astérisque Antoine expliqua brièvement leur rencontre fortuite la veille de Noël, la petite maison de Manon, le médaillon qu'il avait mis sur la piste d'Émilie, leur recherche à l'orphelinat et leur rencontre avec Pierre Moreau à Barcelone. « Pierre, » murmura Émilie, « comment va-t-il ?»« Il s'est remarié, » répondit Antoine. « Il enseigne le violon à Barcelone. Il nous a beaucoup aidés. »« Et maintenant, c'est à ton tour de nous expliquer, » continua-t-il d'une voix ferme mais douce. « Que s'est-il passé, Émilie ? Pourquoi as-tu abandonné Manon? Pourquoi n'es-tu jamais revenue la chercher ?» Émilie baissa les yeux, serrant plus fort la main de sa fille. « C'est une longue histoire, dit-elle. Une histoire que j'ai essayé d'oublier pendant des années. » Astérisque. Elle prit une profonde inspiration, puis commença son récit. « Quand j'ai rencontré Pierre et que je suis partie avec lui, j'étais jeune, insouciante, avide d'aventure. Nous avons voyagé à travers l'Europe, vivant de notre musique. C'était merveilleux au début. Puis je suis tombée enceinte. Pierre n'était pas prêt à être père, et notre vie nomade n'était pas adaptée à un enfant. Mais je voulais ce bébé plus que tout au monde. » Astérisque.
Elle caressa doucement les cheveux de Manon. « Quand tu es née, ma chérie, j'ai essayé de concilier ma vie de musicienne et ma vie de mère. Mais c'était difficile, presque impossible. Pierre et moi, nous disputions sans cesse. Et puis à Madrid, nous avons rencontré Victor, astérisque. » Elle jeta un regard vers le Russe qui restait silencieux. Victor était fascinant, talentueux, mystérieux. Il m'a offert une solution à mes problèmes, te confier temporairement à des personnes de confiance en France, le temps que je m'établisse professionnellement. J'étais désespéré, épuisé. J'ai accepté. Astérisque. Sa voix trembla légèrement. Mes CES personnes de confiance ont disparu avec l'argent que Victor leur avait donné. J'étais effondré. Nous t'avons cherché partout en vain. C'est alors que j'ai découvert la véritable nature des activités de Victor. Astérisque Kovalev intervint. J'étais impliqué dans des affaires délicates. Du commerce d'art, pas toujours légal. Émilie l'a découvert et a menacé de tout révéler si je ne l'aidais pas à retrouver sa fille. Mes anciens associés l'ont appris, poursuivit-il. Ils ont voulu la faire taire. J'ai été attaqué dans une ruelle, reprit Émilie, touchant inconsciemment la cicatrice sur sa joue. Je me suis réveillé à l'hôpital plusieurs semaines plus tard, sans mémoire récente. Je ne me souvenais même plus de mon nom. Je l'ai retrouvé par hasard, expliqua Victor. Je me sentais responsable. Je l'ai aidé à quitter l'hôpital discrètement et je l'ai caché dans une propriété isolée près de Ségovie. Pendant des mois, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sa mémoire revenait par bribes, mais jamais complètement. Pendant toutes ces années, je n'ai eu que des flashs, des images fragmentées, dit Émilie, les larmes aux yeux. Je me souvenais d'une petite fille, mais je n'étais pas sûr qu'elle était réelle. Les médecins parlaient de souvenirs inventés, de traumatismes. Victor m'a aidé à reconstruire une nouvelle vie, une nouvelle identité. Je lui ai dit que sa fille avait été adoptée par une bonne famille en France, admit Victor, l'air coupable. Je pensais que c'était mieux ainsi, qu'elle pourrait guérir plus facilement en croyant que son enfant était heureuse ailleurs. Astérisque CE n'est que récemment que ma mémoire a commencé à revenir plus clairement, continua Émilie. J'ai commencé à douter, à poser des questions. Victor m'a finalement avoué qu'il n'avait jamais su CE qu'il était advenu de toi, Manon. Que tu avais disparu. Astérisque. Elle serra sa fille contre elle. J'ai pensé te rechercher, mais par où commencer après tant d'années? Et puis, je me demandais si c'était juste de bouleverser ta vie, si tu avais trouvé une famille aimante. Astérisque Antoine observait cette femme qu'il avait connue autrefois si vive, si impulsive, maintenant marquée par les épreuves, mais toujours digne, toujours forte. Manon n'a jamais été adoptée, dit-il doucement. Elle a grandi à l'orphelinat, puis s'est enfuie et a vécu seule pendant des mois. C'est une enfant extraordinaire, courageuse et intelligente. Elle te ressemble beaucoup. Émilie étouffa un sanglot. Je suis tellement désolé, ma chérie. Si j'avais su, si j'avais pu me souvenir, astérisque. Ce n'est pas votre faute, intervint Manon avec cette maturité qui la caractérisait. Vous ne pouviez pas savoir. Astérisque, elle. Sortit de son sac le manuscrit de l'Étoile voyageuse. J'ai terminé votre histoire, dit-elle. L'étoile retrouve sa constellation à la fin. Émilie prit le manuscrit, stupéfaite. Tu as gardé ça aussi? Et tu as écrit une fin. Elle est très douée, affirma Antoine avec fierté. Elle a un véritable talent pour l'écriture. Astérisque. Un silence chargé d'émotions s'installa dans la pièce. Tant de vies bouleversées, tant d'années perdues, et pourtant, miraculeusement, ils étaient tous réunis ici, aujourd'hui. Qu'allons-nous faire maintenant? Demanda finalement Émilie, exprimant la question qui flottait dans tous les esprits. C'est à toi de décider, répondit Antoine. Manon est ta fille, mais sache qu'elle aura toujours une place au château Beaumont si elle le souhaite. Et toi aussi, Émilie. Astérisque Victor, qui était resté silencieux, intervint. Émilie, tu sais que j'ai changé. Mes activités passées sont derrière moi. La galerie est légale, prospère. Nous avons construit quelque chose de beau ensemble. Mais je comprendrais si tu voulais retourner en France avec ta fille. Émilie regarda tour à tour Victor, Antoine et Manon. Son visage reflétait le tumulte de ces émotions. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Tout ceci est si soudain, si inattendu. Manon, ma chérie, que voudrais-tu, toi ?» Astérisque Manon réfléchit un instant, pesant ses mots comme elle le faisait toujours. « Je veux vous connaître, dit-elle simplement.
J'ai attendu ces moments toute ma vie, mais je ne veux pas quitter Antoine non plus. Il a pris soin de moi quand personne d'autre ne l'a fait. Astérisque